France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour une nouvelle semaine de LGF. Ravi de vous retrouver en ce lundi 23 janvier. C'est donc parti avec au programme tout à l'heure le coup de cœur de notre ami Gamal Abina qui sera avec nous dans un instant, que vous allez retrouver bien sûr en fin d'émission. Nos rappels actu pour un nouveau numéro de cette chronique de No qui viendra rappeler l'actu. Vous allez voir, c'est pas mal non plus à découvrir donc ce troisième numéro en ce troisième lundi depuis son arrivée dans le LGF. Le quiz bien entendu, le Zap ou Mat à ne pas louper et deux invités aujourd'hui. Après l'arrêt de la chaîne RT France qui a cessé d'émettre, qui a cessé toute activité en France, on y reviendra. Il réagira en exclusivité. Le rédacteur en chef de cette chaîne, Jérôme Bonnet, sera avec nous dans un petit quart d'heure sur France Maghreb 2. Autre invité pour parler de ce bras de fer annoncé à propos de la réforme des retraites et de cette grosse manifestation et grève générale la semaine prochaine, le 31 janvier. Philippe Pasco, écrivain, auteur notamment de plusieurs ouvrages, dont le plus connu et qui a été vendu à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, Pilleurs d'État, qui est sorti je crois en 2015. Il sera avec nous tout à l'heure, Philippe Pasco, sur France Maghreb 2, pour parler donc de cette réforme des retraites. Voilà en tout état de cause le programme de cette émission, ma foi très intéressante, avec vous aussi chères auditrices et auditeurs. Pour nous appeler, un seul réflexe, numéro de téléphone 01 40 33 9000, le standard est ouvert. Le Grand Forum, Christophe Fraud sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Il est avec nous, un peu seul mais toujours aussi fidèle, notre ami Gamal Abina. Comment ça va mon Gamal ? Ça va très bien toi Christophe. Bon, ça va, le week-end fut bon ? Ah, impeccable, il fait un peu frais mais ça va. Il fait un peu frais, un peu beaucoup frais même. Hein, beaucoup frais, ouais. Même c'est trop. Ça. Même trop, absolument. Bon, on va commencer cette émission par des petits clins d'œil puisque nous sommes le 23 janvier, messieurs, dames, que s'est-il passé ? On va voir la culture générale de notre ami Gamal Abina. Hein. Je cherche pour commencer un comédien humoriste français qui nous a quittés en 2010, célèbre pour son duo comique avec notamment Jean-Marc Thibault. De qui s'agit-il ? Roger Pierre. Roger Pierre est une magnifique et bonne réponse, mon cher Gamal. Deuxième question. Je cherche un peintre, sculpteur et graveur mort en 1989 en Espagne. Ah oui, c'est Picasso ? Non. Alors, sculpteur-graveur, c'est César. Non. Dommage. En Espagne, il m'a dit. Ouais. Mort en Espagne, mais est-ce qu'il est espagnol ? Peintre, oui, l'espagnol. Peintre, sculpteur et graveur. César et Picasso, il y a qui encore ? Il y a... Ah, 89 ? Oui, très connu. Hein. Oula, je suis étonné de rater ça, tiens. Donc, je suis passionné d'art. Oh, 89, attends. Il est mort en Espagne. A priori, je sais pas s'il est espagnol, a priori oui, mais mort en Espagne, ça c'est sûr. Alors, attends. Le plus connu, c'est évidemment Picasso, mais il y a qui encore ? Non, c'est pas Picasso. Ah bah je vois pas du tout ça, là tu viens de me coller. Hein. Salvador Dali. Ah Dali, oh là là, honte, oh là là. Ah oui, bah alors. Ah le surréalisme, j'ai Oh honte, là là. j'ai honte de moi. J'adore Dali en plus. Bah alors, monsieur Les éléphants qui se Gamal Abina. reflètent en signe et tout, c'est fou. Tu es passé à côté, Passé à mon côté. Gamal. Ah oui, Ouais. Ah oui, là. Allez, tu vas te rattraper peut-être là-dessus ou pas, je ne sais pas. Quelle écrivaine et actrice française sort son premier roman en 1985 ? Écrivaine et actrice. Le roman s'appelait Adieu Molodia. C'est pas Gianni. Non, Alors Adieu Mouloudia, pourtant Ouais. Mouloudia c'est algérien, donc ou je me trompe peut-être. non, c'est pas une Algérienne. Non mais le roman, pas Mouloudia, c'est peut-être Mouloudia d'Alger, je sais pas. Non, Non pas du tout. Adieu Volodia. Ah Volodia, j'ai Oui, entendu Mouloudia. Adieu Volodia. Ah Volodia. Oui. Écrivaine et actrice. Écrivaine et actrice. Bon, plus connue qu'en tant qu'actrice qu'écrivaine, faut bien le dire, Ouais. qui sort son premier roman en 1985. Alors oh là là, c'est une actrice française, c'est ça ? Oui. Ah je suis pas Elle a très un bon prénom français en tout cas. Isabelle. Simone. Simone, t'as dit ? Oui. Simone. Non, Simone. de Beauvoir, non, mais c'est pas. Non, pas de Beauvoir. Mais je connais pas grand chose en actrice française, donc là je vais pas être. Simone Si. Signoret, ah Bah non oui. Aïe, aïe, aïe. Oh là. Mais elle est décédée, ah d'accord, mais si tu m'avais dit Simone Signoret, j'aurais compris, Ah effectivement. non, mais en même temps, c'était la réponse que je Ah, cherchais. c'est ça le problème. Ah ouais, c'est ça le truc. Si tu me donnes la réponse, il y en a rien, mais Bah. Simone Signoret, évidemment, c'est honteux, Bon. encore une fois. On va voir si là-dessus tu vas te retrouver. Je cherche un humoriste, acteur, scénariste, réalisateur, né à Alger en 1959. Il crée notamment le trio Les comique des Inconnus. Bah, c'est Bourdon, c'est facile. Voilà, Didier Bourdon, bonne réponse. Et enfin, je cherche un animateur de télé. Il a fait aussi un peu de radio. Il est né en 1958.
Il est notamment présent sur France 2 aux côtés de Léa Salamé le samedi soir. Ah, Ruquier. Non. Ok, dommage. Léa Salamé. Oui, il est aux côtés d'elle. Maintenant, je regarde pas la télé. Ah, donc, l'émission de quelle époque? Le samedi soir. je connais pas. Je connais Un pas monsieur qui a fait de grandes émissions dans les années 90-2000. Ah, c'est peut-être. Connu pour des débats très agités, enflammés. Le mardi soir sur TF1 à l'époque. Le mardi soir sur TF1. Oui. Je regarde pas la télé, ça pour le matin. Il a le même prénom que moi. Tu t'appelles comment Christophe Oui, je crois, oui. Christophe de Chavannes peut-être. De Chavannes Ah. est une bonne réponse. Voilà, bravo Ouais, mon la Gamal. Bon. Il est à la télévision de Chavannes maintenant. Bah oui, il est sur France 2 aux côtés de Léa Salamé Pas du tout. le samedi soir C'est dire à quel point ça me passionne. de l'émission Quelle époque. De quelle époque, justement? On va en parler, tiens, avant de recevoir notre premier invité, Jérôme Bonnet qui sera avec nous, rédacteur en chef de la chaîne RT France. Et vous savez ce qu'il m'a dit, un truc qu'il m'a dit au téléphone hier, c'était... m'a dit mon seul tort, c'est d'avoir cru que le droit existait encore. Tout à fait. C'est extraordinaire. Est-ce que dans le pays de Charlie, peut-on encore fermer des médias? Eh bien, la réponse est oui, visiblement. On y reviendra avec Jérôme Bonnet de la fermeture de cette chaîne RT France. D'ailleurs, tu as participé, je crois, à la dernière émission Tout à fait. de cette chaîne. C'était vendredi soir. Oui, en plus, on m'avait annoncé que c'était la fin. Donc, un des producteurs, qui est un ami, m'a appelé. Il m'a demandé absolument de venir au moins donner un témoignage pour prouver deux choses. La première, d'abord, c'était une chaîne qui était quand même assez ouverte sur la diversité, c'est indiscutable. Et puis la seconde, c'est que c'était pas une chaîne d'extrême droite, contrairement à ce qui a été dit par le Patrick Cohen, qui est extrêmement minable là-dessus. Ah, Patrick Cohen. Ouais. Ce pseudo-journaliste, là? Pseudo, c'est le bon terme, je crois. Oui, moi aussi, je trouve aussi. Bon, eh bien, on va parler de cette histoire de chars, là. Hein, l'Ukraine qui fait la pression pour obtenir des chars, notamment américains, allemands. Sauf que les Américains, ils ont dit non. Parce que, pour plusieurs raisons. Pour des questions logistiques, en fait, les chars sont... trop gros, ça nécessite trop d'essence, et puis ils se doutent en fait que les Ukrainiens puissent pouvoir s'en servir en fait. Voilà. Ouais, les Allemands, effectivement, ils ont dit non, hein, pour l'instant, il n'y a pas de raison que. On attend de voir ce que fait les Américains. Ça commence. Est-ce que peut-être l'Ukraine va finir par avoir gain de cause? Si tel est le cas, on peut s'interroger pour la suite, Gamal, et ce qu'on va tenter de faire dans un instant, la suite à donner, parce que la Russie a prévenu. Voilà. Si ces chars arrivent sur les champs de bataille, ils vont les brûler. Ça va être une boucherie, on peut le dire. Tout à fait, oui. La Russie qui déclare, il n'y a pas si longtemps que cela, nous sommes plus en guerre contre l'Ukraine, mais contre l'OTAN. Tout à fait. Est-ce que ce conflit peut très vite dégénérer davantage? On le verra. En tout cas, est-ce que les Occidentaux ne sont pas peut-être en train, tout doucement, de lâcher l'Ukraine? Toutes ces questions, on en reparle avec vous dans un instant sur France Maghreb 2 au 01 40 33 9000. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en ce lundi 23 janvier avec Gamal Abina qui est avec nous, fondateur du MDC. Dans quelques instants, notre premier invité, Jérôme Bonnet, rédacteur en chef de la chaîne RT France qui a cessé d'émettre, c'est terminé, elle était suspendue, non pas interdite, et c'est très important d'ailleurs d'employer ce terme, et vous comprendrez pourquoi dans un instant. En tout cas, la chaîne a annoncé qu'elle mettait fin à ses activités en France. Samedi soir, c'est tombé aux alentours de 18h, une grande émission avait lieu la veille pour cette dernière, et Gamal y était. D'ailleurs, nous recevrons donc le rédacteur en chef de cette chaîne RT France. Il faut parler d'elle maintenant au passé, mais il faut s'interroger sur le droit aujourd'hui en France, comment le pays de Charlie peut éteindre des médias, qui plus est des médias qui sont peut-être pas forcément d'accord avec qui ne défendent pas en tout cas la même ligne que les médias mainstream, certes, mais qui ont fait un boulot. Elle a été souvent taxée, et d'ailleurs des élus locaux que j'ai eu au téléphone, je ne veux pas donner de nom, ont reçu d'énormes pressions de la part de leur maire pour ne pas aller sur le plateau de RT France. Voilà, on sent qu'il y avait vraiment, depuis la guerre en Ukraine, vraiment une pression qui a été forte et qui a été faite sur les élus locaux pour les empêcher d'aller participer à des émissions sur cette chaîne. Il y a vraiment de quoi se poser des questions sur la liberté d'expression. Justement, de la guerre en Ukraine, il en s'agit maintenant, cher Gamal, avec cette histoire de chars. Évidemment, l'Ukraine qui réclame des chars, notamment aux États-Unis, aux Européens, à l'Allemagne en particulier. Et on parle de ces fameux chars américains
que les Américains, par la voix du numéro 3 des États-Unis, a dit qu'ils ne livreraient pas pour l'instant, alors pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons logistiques, des chars beaucoup trop sophistiqués, qui usent beaucoup de carburant, on parle de 8 litres au kilomètre, des chars qui sont difficilement manipulables, très très lourd, et peut-être les Américains aussi s'interrogent sur l'inexpérience de cette armée ukrainienne pour pouvoir justement gérer ces fameux chars dont l'Ukraine réclame. Les Allemands, attendant un petit peu de voir ce qu'allaient faire les Américains, sont sur la même lignée en disant on ne livrera pas de chars pour l'instant, mais si, cher Gamal, ces fameux chars finissent par arriver pour Y ou X raisons sur le terrain, ça risque de monter d'un cran. D'ailleurs, pour l'histoire de RT France, la Russie a promis de répercuter finalement sur les médias français, ce qui est logique, hein, ça s'appelle la réciprocité. Gamal, est-ce que l'arrivée des chars pourrait monter d'un cran cette guerre en Ukraine ? Non, la question des chars ne se pose pas en termes d'intérêt stratégique sur le terrain, puisque c'est marginal. Les Russes ont annoncé une chose très claire, ils ont dit si vous amenez vos chars, on les brûlera. Pourquoi ? Parce que le ciel appartient aux Russes, l'aviation russe tient le ciel ukrainien, les satellites sont russes, les drones sont russes, toute l'offensive aérienne est russe. Et à côté de ça, les moyens balistiques sont russes. Les missiles haute précision sont russes, que ce soit les missiles intercontinentaux, les missiles hypersoniques ou simplement les orgues de Staline comme on les connaissait à l'époque, les Katyusha. Tout le système de frappe de ce qu'on va appeler la guerre pratiquement tranchée qui est actuellement en cours est démultiplié par des moyens quand même que les Russes ont rattrapés, à savoir des moyens technologiques de précision. Donc ce qui se passe, c'est que si les Américains avec les chars, les fameux chars Abrams, qui je le rappelle tout de même évoluent en Israël et en Égypte, c'est bizarre, on se demande pourquoi ils sont éligibles là-bas mais pas en Ukraine. Si les chars Léopard 2 des Allemands ou les Leclerc français qui sont aussi dans la balance ont été refusés, ce n'est pas pour des raisons simplement de coûts, ils sont très chers, de moyens technologiques trop avancés, c'est ce que disent les Américains pour prétendre qu'ils ne les vendent pas, ou simplement de non-co-belligérance comme les Allemands le disent, ils ne veulent pas être co-belligérants. C'est pas pour des questions de coûts, ça n'a rien à voir. D'abord, ils n'en ont pas assez pour commencer, les Européens, les Français ou les Allemands. Donc ça les mettrait en situation un peu de difficulté. Les Ukrainiens en demanderaient 300. Oui, ils n'en ont pas assez, ils ne peuvent pas répondre à la demande. Ensuite, parce que les Américains ont parfaitement compris que la partie était perdue, même s'ils ne le disent pas. Ils ne peuvent pas le dire, mais il y a des journaux qui commencent à en parler, des généraux qui commencent à en parler, des renseignements américains qui disent qu'il est impossible de battre les Russes sur les territoires conquis qui sont favorables aux Russes, il ne faut pas l'oublier. Et d'expliquer surtout que les Russes jouent à domicile, pas les autres. Donc en termes de logistique, pour livrer des quantités aussi importantes de chars sur un terrain extrêmement miné pour lequel l'armée ukrainienne était littéralement saignée de 100 000 hommes tout de même, c'est pas rien, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un officiel américain, eh bien ils se disent que ça n'en vaut pas la chandelle. Pourquoi ? Parce que ça montrerait deux choses. La première, ça coûte cher, qui ne sont pas sûrs d'être remboursés par les Ukrainiens, qui sont surendettés aujourd'hui. La seconde, c'est que ça mettrait en exergue sur ce grand banc d'essai, sur ce grand théâtre d'opération, la qualité des armes des uns et des autres. Et quand une guerre en général est déclenchée, en règle générale, on l'a vu avec les guerres du Golfe, les marchés qui arrivent derrière sont considérables si la guerre est facile à gagner. Or, en l'occurrence, contre Saddam Hussein, c'était facile de le détruire du ciel et de la terre. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas une puissance industrielle. C'est pas un pays qui fabrique ses armes. Donc il était facile de balayer Saddam Hussein et de dire aux gens du Golfe, achetez nos armes, elles sont les meilleures. En revanche, sur le théâtre ukrainien, c'est une armée disciplinée, industrialisée, d'une grande puissance mondiale, qui peut répondre aux attaques, si elles arrivent, des chars américains, allemands potentiellement et français, et qui les détruiraient instantanément. Si les Russes ont dit on détruira, on va brûler vos chars, c'est qu'ils en ont largement les moyens. Les Américains le savent, et ils savent parfaitement qu'ils seraient en difficulté à la suite de cela. Ouais. Alors, vous pouvez évidemment nous appeler pour nous donner un petit peu votre opinion là-dessus au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Bien entendu, pour nous donner un petit peu votre opinion sur cette affaire, sur évidemment ces fameux chars que l'Ukraine réclame. Ils en réclament à peu près 300. La question qu'on peut éventuellement se poser, cher Gamal aussi, c'est effectivement si ces fameux chars finissent par arriver, on ne sait jamais ce qui peut évidemment se produire. Comment faut-il interpréter cette phrase donc employée par les Russes en disant maintenant nous ne sommes plus en guerre contre l'Ukraine mais contre l'OTAN. Qu'est-ce que ça change dans la donne finalement ? En vérité, ils ne veulent pas envoyer les chars parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être démasqués dans leur incapacité. Ces chars sont trop technologiques et sur les théâtres difficiles comme enneigés ou sablonneux d'ailleurs,
leurs difficultés en termes électroniques posent problème. J'avais donné un exemple très concret, par exemple, qui est une ironie du sort. Quand les Américains vont en Irak en 91, ils sont avec des M16. Au bout de quelques mois, ils se rendent compte que les M16 sont inopérants parce qu'ils s'enrayent très rapidement à cause du sable du désert et de la poussière et finissent par prendre quoi? Je vous le mets dans le mille. La AK-47, la fameuse Kalachnikov, qui elle ne s'enraye jamais. Donc c'est pareil pour le théâtre ukrainien. C'est des théâtres difficiles d'opération. En hiver, évidemment, le matériel électronique est défectueux, il se dégrade très vite. Il n'est pas précis, c'est difficile de pouvoir guider à partir de ce genre de matériel. Et l'idée de la co-belligérance serait trop évidente. C'est-à-dire que s'ils livrent des chars de haute technologie, du matériel de technologie qui risque d'être très rapidement balayé de la carte, ça démontrerait à la fois qu'il y a une collusion entre les Occidentaux et l'Ukraine, une volonté de faire durer la guerre inutilement, et surtout ça démontrerait effectivement que finalement on ne fait plus la guerre à l'Ukraine, mais bien à l'Occident, bien à l'OTAN, puisqu'on parle de 3 pays, la France, membre de l'OTAN, l'Allemagne, de l'OTAN et les États-Unis, qui fourniraient de façon disproportionnée du matériel dernier cri à des Ukrainiens qui sont en bout de course. Tout ça pour dire quoi? On fait durer la guerre inutilement, alors qu'elle aurait pu être négociée dès le départ et très rapidement si les Anglais n'avaient pas empêché en Turquie la négociation directe entre l'Ukraine et la Russie. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait en Ukraine? Eh bien c'est un formidable banc d'essai pour démontrer qui a le meilleur armement, et il se trouve qu'aujourd'hui les Américains ont un doute sur les capacités ukrainiennes de gérer effectivement ces armements de haute technologie. Ils ne sont pas formés à cela, c'est quand même l'école soviétique, hein. Et surtout ils ont un doute sur le fait qu'ils risquent de démasquer leurs faiblesses, car il y a des faiblesses face à une Russie devenue très puissante sur un plan technologique et militaire. Elle n'a jamais baissé de rythme, elle a toujours travaillé sur la technologie militaire, et aujourd'hui serait capable de mettre en difficulté ce faux semblant, cette fausse aide prétendument occidentale à l'Ukraine. Ce qui démontre une chose pour finir, c'est qu'au départ ils ont poussé l'Ukraine à fond à la guerre. Ils leur ont dit on va vous aider, et qu'à l'arrivée, quand il faut sortir du matériel lourd, des chars, des blindés, des missiles, des avions, plus personne ne les aide. Est-ce que finalement les Européens, les Occidentaux sont-ils peut-être en train de commencer à lâcher l'Ukraine? Alors moi je pense qu'ils ont lâché l'Ukraine, ça va paraître paradoxal, dès le premier jour. Pourquoi? Parce que la frappe contre l'Ukraine a été dévastatrice. Les usines ont été mises hors d'état de nuire, beaucoup d'installations essentielles pour la logistique militaire a été impactée, et surtout parce que les sanctions qu'avaient prétendu prendre les Européens ont été extrêmement modérées, pour ne pas dire graduelles. Ils n'ont pas arrêté de monter en puissance, mais il a fallu quasiment 1 an pour obtenir une sanction qui arrive quasiment à 60% de ce qu'elle devait être. Ils n'ont pas stoppé l'approvisionnement en gaz, ils n'ont pas coupé le pétrole immédiatement, je veux dire. Ça a pris le temps, parce qu'il a fallu négocier avec d'autres pour suppléer aux besoins européens. Et en vérité, cette espèce de façon de dire aux Ukrainiens on va vous soutenir, c'est traduit tout de suite dans le fait par un non-boycott instantané de la Russie. Ça n'a pas été le cas. Donc si on pense que l'Ukraine a été soutenue et qu'il y a une sorte de retrait graduel, non. Ils ont été lâchés très vite face à eux-mêmes, avec quelques mercenaires étrangers qui viennent, mais pas grand-chose. Mais en substance, l'Ukraine aujourd'hui est un pays qui est seul, et qui commence de plus en plus avec un Zelensky de plus en plus en colère, parce qu'il voit bien qu'on lui donne plus rien, qui commence à démontrer qu'effectivement elle a été flouée dans ce soi-disant soutien occidental. Mais est-ce qu'il, pour paraphraser, je veux dire une phrase de quelqu'un qu'on connaît évidemment, c'est Dominique Strauss-Kahn, qui disait à l'époque que l'Europe deviendrait un continent de désolation. Est-ce que c'est pas le cas aujourd'hui? Je pense que Strauss-Kahn ne veut pas. Je pense que sa vie est une désolation. Je pense que c'est pronostic un peu bidon. Ça rappelle. Il y en a d'autres qui disent ça. C'est un peu comme la guerre civile en France, toutes ces bêtises-là. C'est pas vrai. L'Europe ne sera jamais un continent de désolation. L'Europe ne sera jamais un sous-continent ou un continent sous-développé. L'Europe a des pays très puissants comme l'Allemagne et l'Italie, des pays qui sont en perte de vitesse. Mais la perte de vitesse, ça ne veut pas dire le déclin total. Ça veut dire une réduction d'influence. Les seuls qui ont une position dominante en Europe sont les pays qui sont en montée en puissance, comme la Russie par exemple, qui est très très puissante actuellement, comme les États-Unis qui sont toujours puissants mais qui ne sont pas européens. Il y a des pays qui sont préservés par ce déclin. Il y a un déclin pour tous les empires, c'est normal. L'empire européen, c'est quoi? C'est des empires coloniaux. Une fois qu'on décline, on perd de puissance, mais on ne disparaît pas. La Grèce existe toujours, je le rappelle. Donc il faut faire très attention à ce genre de discours décliniste. J'y crois pas une seconde. Je pense que l'Europe sera, sauf s'il y a guerre évidemment. Mais là, si Strauss-Kahn fait référence à la guerre, on parle de guerre mondiale, donc on n'est plus sur l'Europe. Mais je ne crois pas du tout à ce déclin affiché de l'Europe. Je pense ils se sont fait avoir par les Américains avec cette guerre en Ukraine, puisqu'ils ont suivi comme de bons petits soldats les Américains, alors qu'ils ne profitent de rien de cette guerre. Au contraire, ils s'auto-sanctionnent. Les Américains, ce qui sont les grands gagnants. Totalement, parce qu'ils non seulement ils gagnent les entreprises européennes qui commencent à partir chez eux, et de deux, parce qu'ils ont du pétrole et du gaz à profusion. Ils ne sont pas inquiétés par rapport à ce pétrole et ce gaz de schiste, mais surtout parce que les Européens, qui ont essayé un bras de fer avec un géant comme la Russie, se sont trouvés le bec dans l'eau. Donc malheureusement, en Europe, il y a quelques agents américains comme Ursula von der Leyen qui passe son temps à pousser à la guerre, à pousser aux sanctions contre l'intérêt de son pays. Je le rappelle, l'Allemagne est durablement touchée par rapport à cette crise, une crise provoquée de toutes pièces, alors que ça aurait pu être négocié et tranquillement amener tout le monde sur le terrain
la négociation et calmer le jeu. Ça n'a pas été le cas et les Américains s'en frottent les mains aujourd'hui. La stratégie américaine, justement, on en parle aussi parce que on sait que Joe Biden est empêtré par des soucis au travers de documents confidentiels retrouvés à son domicile. Est-ce que peut-être l'un des moyens de ne pas laisser s'exploser cette affaire, c'est peut-être aussi occuper le peuple et l'opinion publique au travers d'une guerre? Il a tout intérêt à maintenir justement cette pression. Alors Joe Biden, de toute façon, moi j'ai toujours détesté le personnage, c'est un 20 ans de guerre. Tout le monde a oublié qu'il a voté en 2003 les budgets pour le surge contre l'Irak, les budgets de guerre, d'augmentation de la guerre en Irak alors que la guerre était illégale. Donc ça, c'est le personnage, comme Kamala Harris, ce sont des 20 ans de guerre. C'est pas parce qu'ils se positionnent sur l'échiquier politique au centre que ce sont des pacifistes. Joe Biden a des problèmes parce qu'effectivement, il a dénoncé de façon obsessionnelle Trump sur tout un tas de dossiers, particulièrement sur la question de ces fameux secrets d'État qui auraient été détournés 300 pages chez Trump. Il a fait la même chose. Il s'est fait prendre la main dans le sac, mais c'est pire. Parce que Trump, c'était récent, il sortait de sa présidence. Il aurait pu jouer la carte de dire « je viens de sortir ». Biden, c'est 6 ans après qu'il soit sorti de sa vice-présidence. Donc effectivement, c'est un dossier qui lui coûte, qui risque de lui coûter très cher. Il y a d'autres affaires le concernant qui commencent à sortir. Mais Biden, en dépit du fait qu'il soit à 20 ans de guerre, c'est pas quelqu'un non plus très réaliste. C'est-à-dire qu'il a poussé le curseur, mais il se rend bien compte que ça va pas aller bien loin. Donc en même temps, son opposition est vent debout contre lui et il a magouillé ces affaires de documents secrets retrouvés dans son parking, enfin, dans son parking chez lui et dans son centre de campagne à l'époque. C'est illégal. Sont des affaires qui sont extrêmement douteuses dans la mesure où il était le premier à dire que Trump était un fou d'avoir laissé ça chez lui. Et aujourd'hui, il a magouillé avec la presse américaine, qui est plutôt favorable d'ailleurs aux démocrates, en endormant le dossier qui était sorti le 2 novembre. Et s'il était sorti le 2 novembre, au moment où c'est arrivé, c'était révélé, il perdait les élections de mi-mandat le 8 novembre. Sauf qu'ils ont endormi ça suffisamment longtemps pour qu'il ne soit pas impacté. Donc aujourd'hui, on s'en rend bien compte que la démocratie américaine est malade, que les manipulations à la Watergate sont légion, et surtout que cet homme qui n'a aucune crédibilité à mon sens, qui continue à pousser à la guerre en Europe tout en essayant de s'enrichir sur le dos des Européens, cet homme, effectivement, essaie de se sortir du guêpier dans lequel il s'est mis lui-même. On va la faire simple, Gamal, pour que les auditrices et auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu crains, toi, à titre personnel, en tant qu'observateur un petit peu de ce conflit qui a démarré au mois de février 2022, est-ce que tu crains une montée en puissance sur le terrain, peut-être une radicalisation aussi quelque part des deux parties, et naissant, j'allais dire, s'éloigner davantage des négociations? Alors déjà, on va commencer par le début. Est-ce que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne qui a des intérêts en Ukraine, les États-Unis qui ont de grands intérêts, est-ce que ces pays sont en guerre contre la Russie? Réponse non. Ils sont ni en guerre, ni n'ont d'intérêt direct à défendre là-bas, ni même de défendre un membre de l'OTAN. Mais par contre, en subissent des conséquences. En subissent des conséquences parce que les Américains ont poussé à la guerre, évidemment, ont poussé aux sanctions plutôt, mais ils ne sont pas en guerre. Donc déjà, on se demande au nom de quoi cette guerre les concernait directement. Non. Ils ne sont pas intervenus à l'époque quand les Russes sont intervenus dans l'Ossétie du Nord, on se rappelait quand même, avec Saakashvili. Donc ça les a pas dérangés de voir la Russie intervenir et protéger les populations russes sur sa zone directe à protéger. Et là, comme par hasard, de façon un peu obsessionnelle, et ça rappelle un peu, par certains égards, la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine devient essentielle. Alors je rappelle très rapidement pour l'Ukraine, il faut savoir quand même que on se souvient du bataillon Azov, et il y en a 3 autres comme cela, qui étaient pas des néo-nazis, c'était des nazis revendiqués, des bandéristes. Stepan Bandera, qui était un nazi revendiqué. Ce qui a fait que l'Ukraine ne soit pas tombée sous le joug nazi, ne soit pas tombée sous la séduction du nazisme, c'est uniquement une personne dans le système nazi. C'est pas Alfred Rosenberg, qui était un idéologue et qui voulait rallier les Ukrainiens à sa cause pour avoir plus de force pour frapper les Russes. C'est Himmler, Heinrich Himmler, le chef de la SS, qui a dit non, cette race inférieure, ces Untermenschen, ne peuvent pas rallier la cause aryenne, parce que ce sont des sous-hommes, ce sont des Slaves. Et c'est parce que Heinrich Himmler les a considérés comme des sous-hommes que finalement très peu d'Ukrainiens ont rallié le nazisme. Mais il y a eu une partie de l'Ukraine, à l'ouest en particulier, qui est rentrée un petit peu dans la Waffen-SS, pas dans la Waffen-SS, plutôt dans la Wehrmacht, qui a commencé à attaquer ses propres frères sur le terrain ukrainien et qui a attaqué effectivement de façon sauvage les Russes. Alors il faut se rappeler quand même que les premiers pogroms anti-juifs n'ont pas eu lieu en Allemagne, contrairement à l'idée reçue, c'est pas vrai, à part l'huile cristal, ils ont eu lieu en Ukraine. On appelait ça, bon le terme ne me plaît pas si j'utilise genre en France, c'est l'Holocauste par balle. L'Holocauste par balle, ça consistait à tuer dans des fosses, pas loin de Kiev d'ailleurs, des milliers de personnes par balle qu'on enterrait immédiatement dans les fosses communes. C'est des images qui ont été filmées d'ailleurs, il reste des traces. C'est en Ukraine que ça a commencé la barbarie, anti-juive. Donc aujourd'hui d'entendre que d'un côté les Russes seraient de nouveau soi-disant fascistes, ça fait bien rire, hein. Et de l'autre côté, les gentils Ukrainiens seraient des victimes, on va peut-être mesurer le propos. Les Russes sont durs parce que c'est un système impérial.
C'est un système de puissance. Les Ukrainiens sont durs parce qu'il y a, pour certains d'entre eux, pas tous bien évidemment, il y a aussi les victimes, des courants néo-nazis qui n'ont pas été éradiqués. L'Ukraine n'a pas été dénazifiée, il ne faut jamais l'oublier ça, un peu comme l'Autriche. Donc aujourd'hui, quand on nous présente ce tableau-là, c'est un peu facile, un peu ridicule. Genre, je fais référence aux propos ridicules de BHL, qui mélange toujours tout comme d'habitude, il aime bien mélanger la bouillabaisse. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la question russo-ukrainienne est une question qui est instrumentalisée par l'Occident afin de fragiliser la Russie dans l'espoir qu'elle tombe dans le même piège que l'Afghanistan. La seule problématique, c'est que la Russie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. C'était là ma question. À la montée en puissance, pour conclure à ton propos justement, je ne crois pas en la montée en puissance de ce conflit de l'OTAN par rapport à la Russie. Ils sont déjà en train de demander si on envoie des chars, c'est dire à quel point ils ne veulent pas monter en puissance. Ils savent très bien que le combat est perdu, ils le savent parfaitement. Les 20% de l'Ukraine resteront russes. Et surtout, je ne crois pas parce que la montée en puissance, ça signifie la guerre mondiale. Or, des gens qui aiment l'argent, les capitalistes aiment l'argent, ne vont pas prendre le risque de tout détruire en mettant toutes leurs cartes sur la table du jour au lendemain, en faisant une table rase de ce qu'ils avaient, au motif qu'ils vont aider des Ukrainiens dont ils se fichent complètement, uniquement pour satisfaire leur lubie de capitalistes. Dans un instant, notre premier invité, Jérôme Bonnet, rédacteur en chef de la chaîne RT France, sera avec nous en direct sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous en direct avec, pour m'accompagner aujourd'hui, Gamal Abina, fondateur du NDC bien entendu, et notre premier invité est avec nous en direct et c'est un plaisir de le rencontrer. Je dois dire qu'il a fallu attendre malheureusement la fermeture de cette chaîne pour qu'on se rencontre et qu'il vienne pour la première fois dans nos studios. Jérôme Bonnet, rédacteur en chef de RT France. Bonjour Jérôme, bienvenue. Bonjour, merci de m'inviter. Alors bienvenue à toi, en tout cas sur le plateau du LGF, mon cher Jérôme. Jérôme Bonnet, on avait évidemment parlé d'RT France lors du déclenchement de la guerre en Ukraine. La chaîne avait été, et c'est très important ce que je veux dire, suspendue, non pas interdite, mais suspendue. Ce qui ne vous a pas empêché de continuer vos activités, continuer d'émettre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette décision et cette annonce que vous avez faite samedi soir, à savoir d'arrêter complètement la chaîne ? Alors, déjà, le précédent épisode, celui de la suspension, vous faites bien de préciser la nuance, la suspension de diffusion était déjà étrange d'un point de vue légal, puisqu'en France, il y a un régulateur, c'est l'Arcom qui s'appelait CSA avant, et c'est le seul qui juge et est habilité à sanctionner les chaînes de télévision qui feraient n'importe quoi. Il procède de façon contradictoire, en vous communiquant les éléments qui vous reprochent, en vous laissant la possibilité de vous expliquer, et puis il rend donc un arbitrage. C'est comme ça que ça se passe en théorie. Là, on est déjà sur une espèce de diktat, c'est un mot allemand, et je l'utilise à dessein, puisque c'est von der Leyen qui l'a dit effectivement. J'ai appris par la bouche de Madame von der Leyen que je n'étais plus diffusé en Europe. Donc déjà, c'était un peu curieux, mais passons là-dessus. Et donc effectivement, nous étions suspendus de diffusion. Nous avons toujours le droit de produire du contenu qui pouvait être visible n'importe où sur dans Internet. le monde. Ouais. Oui, c'est ça. Ou non, n'importe où dans le monde via les canaux, tous les canaux classiques, Ouais. y compris Internet, bien sûr. Sauf dans l'Union européenne, où effectivement, là, nous n'étions pas visibles à la télévision, et pour nous voir sur Internet, il fallait un VPN. Donc on était dans la légalité la plus totale. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors moi, j'ai toujours peur d'être taxé de complotisme, donc je me méfie un petit peu. Les faits, rien que les faits, Jérôme. Alors voilà, rien que les faits, il y a, en l'espace d'une semaine, en gros, 2 papiers et un édito qui ont tous le même thème. Ce thème étant comment se fait-il que ces gens continuent à travailler ? Parfois en utilisant le mot de scandale. Un papier dans Le Monde, un papier dans Libération, et le fameux édito de Patrick Cohen sur France Télévisions. Papier sans objet, puisque en fait l'objet de son édito, c'est de dire comment se fait-il, quel scandale, que ces gens puissent continuer, scandale il l'emploie, puissent continuer à travailler depuis Boulogne, alors qu'ils sont interdits, c'est donc faux. Mais si on enlève ça, si on dit qu'on est juste suspendu de diffusion, tout son papier s'écroule. Il n'a plus rien à dire, en fait. Parce que quel scandale qu'ils travaillent alors qu'ils ont le droit. Ben non. Donc en fait, immense, je pense, ou alors il est totalement incompétent, mais ça m'étonnerait. Voilà. Il y a ces 3 éléments-là qui arrivent d'un coup et qui remettent le sujet sur le devant de la scène en disant « RT France poursuit alors qu'elle est interdite ». Et c'est répété partout en boucle. Ouais. À mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que ça a dû
plaçait les autorités françaises devant une position un peu inconfortable. Ils étaient un peu humiliés. Ils laissaient croire qu'on était interdit, ça n'a jamais été le cas, mais ils le laissaient croire. C'est pour ça Et que là, le d'un terme coup, suspendu a toute son importance. oui, absolument. Bien sûr. Et ça indique aussi un aspect temporaire d'ailleurs. Oui, Mais, absolument. Oui. mais ils avaient laissé croire ça. Et donc là, d'un coup, tout le monde se retourne vers eux en disant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi RT France est encore là? Et ben ils ont choisi de franchir le Rubicon une seconde fois parce que alors là, on est vraiment, je veux dire, le 9e paquet de sanctions qui n'existait pas à l'époque de la première sanction vise TV Novosti, qui est notre actionnaire majoritaire, Ouais. mais pas RT France. Nulle part dans ce paquet de sanctions, il est marqué que RT France peut être l'objet. Donc là, on a gelé les fonds, en d'avoir. fait. C'est ça, on a C'est gelé. ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de possibilité de pouvoir ne serait-ce que payer vos salariés, etc. Tout est bloqué. C'est ça, c'est-à-dire que tout l'argent que nous avions en banque, dans une banque française, hein, on a toujours. Je rappelle qu'on est dans le pays de Charlie. Hein. Non, mais ça a du sens. Le pays de Charlie, la liberté d'expression, tout ça, machin, quoi. Je suis bien d'accord avec vous. Ouais. Et ben voilà, du jour au lendemain, c'est comme si vous aviez zéro et défense de creuser un découvert. C'est-à-dire que vous ne pouvez strictement plus rien Jérôme faire. Bonnet, tu m'as dit quelque chose Ouais. hier au téléphone qui m'a un petit peu fait réfléchir. Ça m'a dit, mon erreur, ou plutôt votre erreur, à vous tous, Ouais. c'est d'avoir cru au droit. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on discutait un petit peu à bâton rompu, et bon, je veux pas non plus chouiner partout, et je disais, je ne suis pas une victime, je savais où je mettais les pieds. Quand, dans le cadre de votre profession, de votre exercice professionnel, votre ennemi juré, déclaré par lui-même, c'est l'homme le plus puissant de France, évidemment que vous savez que la partie va pas être facile. Ça a aussi un côté stimulant, d'ailleurs. Donc, bien sûr, en revanche, mon erreur, te disais-je, c'est d'avoir cru que le droit me protégerait. C'est-à-dire de m'être dit, je sais très bien qu'Emmanuel Macron n'aime pas RT France, je sais très bien qu'il va faire tout ce qu'il peut pour nous couper le sifflet. Par conséquent, nous n'avons pas le droit à l'erreur et nous allons faire un travail impeccable pour ne jamais offrir de prise afin de ne jamais pouvoir être condamné. Et c'est ce que nous avons fait pendant 5 ans. Alors Jérôme, on va voir dans un instant justement quelle est la suite à donner. Est-ce qu'il va y avoir un recours judiciaire à donner à cette affaire, à cette fermeture de cette chaîne après avoir gelé les comptes. La réplique aussi côté russe, elle a été annoncée aussi. Et puis quand même s'interroger quand même qu'en France aujourd'hui, il y a tout simplement cette possibilité de fermer des médias dans un pays, comme je disais, le pays qui se dit le pays de Charlie. C'est quand même très inquiétant quand on ferme un média. Voilà. Et après, on ose aussi aller donner des leçons à des pays étrangers qui seraient un petit peu plus, comment dirais-je, le doigt sur la gâchette, si je puis dire, pour fermer des médias. Alors qu'ici, en France, on ferme une chaîne qui a fait pour le coup un travail extraordinaire. Et pour avoir regardé plusieurs fois votre chaîne, je veux dire, voilà, tout le monde pouvait s'exprimer. Et vous invitiez beaucoup de monde. Vous avez couvert les Gilets jaunes comme jamais. Les médias ont couvert ce mouvement. Et on va aussi parler, parce que j'aimerais qu'on en parle, j'ai reçu quelques coups de fil en annonçant votre venue, d'élus locaux qui me disent avoir subi des pressions énormes de la part de leur maire pour ne pas aller sur RT France. Il y avait aussi ça, et ça s'est accentué davantage, évidemment, depuis la guerre en Ukraine. On en reparle avec vous. Cher Jérôme, sois le bienvenu en direct dans le LGF. Jérôme Bonnet, rédacteur en chef de RT France. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous dans votre émission quotidienne. On est là tous les jours du lundi au vendredi pour décortiquer l'actualité avec à notre manière, avec notre spécificité. Un petit peu d'ailleurs comme ce que faisait évidemment RT France avec des invités, des éditorialistes aussi qui avaient la parole. Voilà, Alexis Poulain, il y en avait évidemment beaucoup d'autres qui étaient présents sur cette chaîne. Jérôme Bonnet est avec nous, il est rédacteur en chef de RT France. L'occasion aussi d'accueillir notre deuxième invité qui est avec nous. D'ailleurs, je vais lui poser la question, monsieur Pasco, écrivain et homme politique. Est-ce que vous avez déjà été invité sur RT France, monsieur Pasco? Mais oui, c'était même une des rares endroits où je pouvais encore parler librement. Ah bah voilà. Et ben la liberté apparemment a été arrachée, et dans le pays de Charlie, monsieur Pasco, on a fermé la chaîne RT France. Et oui, de façon malhonnête en plus. Malhonnête. Alors, Jérôme Bonnet, rédacteur en chef de RT France, qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Ok, moi, Non, titre pas vous, personnel, mais ça a aucune la chaîne, importance. le personnel. Bien Est-ce sûr. que vous allez vous battre encore ou ça y est, pour vous, c'est Ah bah fini? oui. Alors, chacun voit midi à sa porte, ça dépend de son tempérament, mais Ouais. moi, personnellement, je suis encore debout et tant que je le serai, je me battrai. Et je pense que c'est aussi l'état d'esprit, notamment de notre présidente, Xenia, qui est quand même quelqu'un de particulièrement combatif. Je laisse les gens dont c'est le métier faire leur travail du point de vue juridique. Il y a un service juridique, une directrice juridique qui m'a dit qu'ils étaient en train d'étudier les différents recours possibles ou différentes façons de répondre à cela. C'est sûr qu'on va faire quelque chose. Moi, tant qu'il reste un souffle, je Ouais. suis de toute façon là. Alors, j'ai envie de poser la question à M. Pasco, vous qui êtes, vous connaissez bien un peu le milieu politique. Aujourd'hui, quand on a cette info donc de RT France, quand on apprend aussi que Emmanuel Macron a reçu à dîner à l'Élysée des éditorialistes pour leur transmettre des éléments de langage à propos de la réforme des retraites, est-ce qu'on n'est pas en train de basculer tout doucement, tranquillement, vers un mot que je n'aime pas trop, qui est employé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui n'a pas vraiment de sens, mais quel est un petit peu le sens à donner à ces explications, à ce tournant auquel on assiste, Monsieur Pasco? Je l'ai mis dans un de mes derniers livres, j'appelle ça maintenant une démocrature. Démocrature, C'est oui. pas tout C'est à beau. fait une dictature, c'est Ouais, c'est plus pas tout beau. à fait une démocratie, c'est une démocrature. Ouais. Il faut savoir que Macron a industrialisé les éléments de langage. Il y a maintenant, je vous donne un scoop, Ouais. un cabinet spécial à côté de l'Élysée qui est chargé de donner tous les jours et dans les heures, dans la minute qui suit une interview, des éléments de langage à tous les députés de Renaissance. Ils reçoivent directement des informations sur leur téléphone portable et ils peuvent répondre en direct parce qu'il y a un cabinet qui leur dit ce qu'il faut répondre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un truc moi, qui me chagrine un petit peu en ce moment. Je regarde beaucoup la télé et puis ces braves gens. Et puis, je regarde un ministre, un secrétaire d'État, un autre ministre. Ils ont le même jour tous le même langage, Absolument. les mêmes mots. Mm. Ils n'ont plus aucune créativité de parole, ils ont uniquement la voix du maître à retranscrire dans les médias. Tous façonnés par McKinsey, les mots en Oui, question. mais en plus, ça, j'osais même pas le dire. Ouais. Parce qu'en plus, c'est des mots qui J'ai coûtent rien très à cher. Faut oser, il faut oser, mon cher Philippe Pasco, sur Moi, je France suis un peu Radio ici. spécialiste d'oser, hein. C'est un peu comme RT France. La C'est liberté, vrai. elle est bel et bien présente dans cette émission. Jérôme, comment ça a commencé l'aventure RT France pour toi? Il y a maintenant c'est un peu plus de 6 ans. En fait, par le biais, écoute, je vais te dire la vérité. Hein, à la base, c'est par le biais d'un cabinet de recrutement, ce qu'on appelle un peu communément des chasseurs de tête. Monde auquel j'étais totalement étranger, quand même. Il faut quand même le préciser. C'est une méthode américaine, ça. Voilà. Et je suis effectivement contacté par quelqu'un. Alors, je me souviens à l'époque, j'étais red chef d'un canard satirique qui s'appelle Zélium, qui est toujours en vie. Comme je gagnais quasiment pas d'argent avec ça, j'étais aussi journaliste d'investigation pour un site qui s'appelle Le Lanceur, qui est un groupe de Sud Radio. Bref. Et donc, je reçois un appel comme ça de quelqu'un qui me parle de propositions pour moi. Déjà, je ne sais pas comment il a eu mon numéro. Hein. Et puis... McKinsey. Ils ont tout. Bien ironie, ça. Et qui me parle de médias controversés. Je comprends rien à ce qu'il me dit. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que c'est un truc porno? Est-ce que c'est un truc facho? Ah oui. Je ne sais pas. Ouais. Et puis après, bon, donc voilà. Ça, c'est dans le message qu'il me laisse. Je le rappelle, parce que je suis quand même intrigué. Et donc, il me dit RT. Et RT, je connais pas tellement au départ. Alors, je suis un peu étonné, c'est vrai. Parce Ça veut que dire Russia Today. Oui, c'est ça. Moi, je viens, comme je vous le disais, je viens de la presse satirique, plutôt anard, grande gueule en tout cas. Très extrême droite, quoi. Ouais, carrément. Et puis, journaliste d'investigation. Donc, En plus. pour faire une officine de propagande, c'est carrément le loup dans la bergerie. Donc, ça n'a aucun sens. Et je me dis, il y a un problème entre ce que tu as pu entendre sur ce média et là, ce que tu... Et donc, du coup, de là naît la curiosité, je rencontre Xenia. C'est un sujet qui est, d'ailleurs, le sujet de la déontologie, il est abordé tout de suite. Parce que dans les premières minutes, à un moment, moi, je lui dis, je connais le halo de suspicion qui entoure RT, et je ne connais qu'une façon d'y répondre, c'est d'être irréprochable. Et elle me répond, c'est ce que j'attends de vous.
Et je me dis, sur ces bases-là, on va pouvoir travailler. Jérôme Bonnet, est-ce que vous avez reçu quelconque pression depuis que vous travaillez à RT France pour ne pas parler de tel ou tel sujet ? Jamais. Je lis partout, encore aujourd'hui, Thomas Legrand qui prétend que les décisions sont prises à Moscou, ça n'a aucun sens. On n'a aucun contact. Vous affirmez aujourd'hui que vous étiez totalement indépendant. Mais totalement. Même si c'est la Russie qui payait le média. Hein. Ah oui. Voilà, il faut le dire. Voilà. Payé avec de l'argent public russe. Oui, mais C'est ça ne fait aucun doute, en effet. Mais en contrepartie, on ne vous demandait pas de dire telle ou telle chose. De rien du tout. Parce qu'on vous accuse d'avoir révélé d'être le relais de la propagande russe. Voilà. Non, ça n'a. Alors, tous les matins, je me tapais une conférence de rédaction. Pour rien, alors, si les décisions étaient prises à Moscou. Parce que pourtant, moi, j'ai quand même eu l'impression que de ce dont on discutait le matin dans la conférence de rédaction, c'était les sujets qu'on faisait derrière. Et c'est ce qui passait à l'antenne. Alors, je ne sais pas à quel moment Moscou intervient. Moi, je n'ai rencontré du gouvernement russe qu'une fois Monsieur Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères, pendant 5 minutes. Il était très sympa. Il m'a fait aucune suggestion amicale. Au contraire, en fait, il m'a posé des questions. En fait, ce qu'il cherchait à savoir, c'est à quel point on était emmerdé dans la pratique quotidienne de notre métier en France. Donc c'est lui qui m'a posé les questions sur les difficultés qu'on rencontre, mais jamais il m'a dit tu devrais parler de ci ou de ça. Ça n'est jamais arrivé, je l'affirme haut et fort. Pourquoi Emmanuel Macron n'aime pas RT France ? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, moi je crois... Parce qu'il ne faut pas être naïf, évidemment. La politique, c'est coup tordu depuis toujours. Tout est permis. Et Philippe Pasco en connaît quelque chose. Exactement. Avec son livre Pilleur d'État, d'ailleurs, je vous invite à lire, qui a été très très vendu, d'ailleurs. Plus de 100 000 exemplaires. C'est pas mal. C'est pas mal. Sans passer dans un seul grand média. Un best-seller en plus. En plus, oui. Et donc Macron, il commence à nous taper dessus pendant sa campagne en 2017, avant même d'être président. Et il parle de contre-vérité infamante que nous aurions véhiculée sur sa personne. Et franchement, il n'y a rien dans tout ce qu'on a produit qui ressemble de près ou de loin à ce truc qui est quand même assez vague. Mais il n'y a rien de tout, puisque n'oubliez pas que M. Macron, dès qu'on commence à parler de lui, porte plainte aujourd'hui, on en a les preuves. Donc s'il y avait eu quelque chose contre RT, si vous aviez dépassé la ligne jaune, ils auraient porté plainte. Est-ce qu'il y a eu une plainte contre RT ? Non, aucune. Jamais. Donc ça prouve bien que c'est uniquement de la communication. Ça, c'est très facile à faire. Ça s'appelle récupérer les fanges en politique. C'est-à-dire que vous accusez quelqu'un en derrière pour récupérer tous les gens qui sont contre la Russie. Donc à partir du moment où on avait un élément en France qui s'appelait RT et qu'on pouvait taper dessus, psychologiquement et politiquement parlant, le pépère Macrotte, moi je l'appelle Macrotte, je sais pas pourquoi j'ai du mal à l'appeler Macron. Donc le pépère Macrotte, ça lui permet de récupérer une fange politique d'individus qui sont anti-URSS. C'est pas plus compliqué que ça. C'est exactement ce que je pense. Effectivement, brillante analyse. Moi, la vision que j'en ai à l'époque, je me dis... en fait, il est en train d'essayer de récupérer des voix en disant si vous ne voulez pas d'un président inféodé au Kremlin, il faut voter pour moi, puisque vous voyez bien, c'est sur moi que les Russes tapent. Même si c'est totalement faux. Alors, est-ce que aussi c'est pas le fait d'avoir aussi couvert les gilets jaunes, Jérôme Bonnet, parce qu'il faut dire quand même nos relations. Que effectivement RT France a été un des médias qui relayait, et ce qui était intéressant par exemple sur internet, sur RT France, c'est qu'on avait toutes les manifestations sans aucun commentaire. Voilà, on n'avait que les images et chacun pouvait se faire son opinion sur ce qui se voyait, ce qui se passait. Et d'ailleurs vos journalistes ont subi quelques conséquences, d'ailleurs des brutalités policières, vous avez connu. Voilà, donc est-ce que c'est pas aussi d'avoir couvert comme vous l'avez couvert ces gilets jaunes qui vous a aussi davantage agiter le torchon rouge, quoi. Alors ça n'a pas arrangé le chiffon rouge, nos affaires, c'est sûr. En fait, je pense que ça l'a beaucoup énervé parce que lorsque nous avons cherché des canaux de diffusion, il y a beaucoup de portes qui sont fermées à nous. Orange n'a jamais voulu mettre RT France, bizarrement. Le seul qui avait violé, dans le premier temps, le tabou, c'est, étonnamment, Xavier Niel et Free. On était chez Free. Plus tard, on est arrivé sur Canal. Mais à cette époque-là, on n'avait pas de canaux de diffusion. Free, ça représente une part assez petite des box en France, quand même. Et donc... Emmanuel Macron devait se dire, c'est bon, je les ai réduits au silence. Je n'ai pas pu les empêcher d'exister parce que la convention avec le CSA avait été signée avant que je n'arrive. Mais par contre, en réduisant le tuyau, c'est bon, ils vont être anonymes dans un coin. Et ce qui se passe, c'est que les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est bâti sur Internet. Et nous, on est beaucoup sur Internet aussi. Et très vite, on va les voir. Et ça c'est important que je le dise. Malheureusement, ça en dit beaucoup sur la presse
dans notre pays, en France aujourd'hui. Nous, avec les Gilets jaunes, c'est important que je le précise, on n'a fait que notre travail. C'est-à-dire qu'on a envoyé des reporters au milieu des Gilets jaunes pour voir pourquoi ils étaient là, quels étaient leurs problèmes. C'est tout ce qu'on a fait. Et en fait, c'est vraiment du pur journalisme. Mais eux, le seul fait qu'on ne leur fasse pas de leçons de morale, qu'on ne soit pas là à leur tendre le micro en disant « Vous ne croyez pas qu'il serait temps de rentrer chez vous ? Et vous savez ce que ça coûte au pays ?» Ça les a tellement surpris qu'ils se sont dit « Ils sont avec nous !» Et on est devenus des espèces de héros. Mais c'est une imposture parce qu'on n'est pas des héros. On est juste des journalistes. Juste en faisant notre travail normalement, les Gilets jaunes nous ont complètement adoptés. Et donc, eux qui étaient très sur les réseaux se sont mis à balancer du RT partout. Ce qui fait que notre audience a explosé. Et donc, Macron s'est dit, je leur ai fermé la porte, ils reviennent par la fenêtre. Par la donc, fenêtre, je pense qu'effectivement, ça l'a un peu agacé. Ouais. On imagine, oui. Alors, bon, aujourd'hui, c'est fini. La Russie annonce répliquer. Peut-être par fermer aussi des médias. Ouais, sans doute. Voilà, donc on est dans cette échelle des graduations, en fait. Oui, si tu me permets juste, je déplore toutes les fermetures de médias. N'importe quel média fermé, c'est l'information qui recule et je le déplore en France comme en Russie, bien évidemment. D'autant plus qu'on va tomber dans une escalade et que c'est ce qu'ils veulent. Plus vous montez en escalade, plus vous créez des blocs qui sont les uns contre les autres. Donc c'est pas la bonne solution. Mais bon, après chacun fait comme il veut pour essayer de se défendre. Je pense qu'il faut continuer à dénoncer le fait que aujourd'hui, si tu n'es pas dans la ligne du parti macroniste, il faut que tu la fermes, quoi. Parce qu'on parle de RT, mais il n'y a pas que RT. Tout ce qui gêne la ligne macrotiste, aujourd'hui est fermé. Je rappelle quand même, Bastamag en a pris plein la tête, Reflet en a pris plein la tête. Il y a plein de petits médias alternatifs qui ne sont pas dans la ligne et qui ont une autre parole que celle officielle. Il faut qu'ils se taisent. Alors moi, je rigole quand j'en vois des gens très démocrates qui montrent du doigt des pays émergents, des pays soi-disant dictateurs. Ils font pire dans notre propre pays. Oui, c'est inquiétant. Jérôme Bonnet, à sujet évidemment de RT France, qui donc est fermé, a cessé d'émettre samedi. Gamal Abina d'ailleurs était un habitué de votre chaîne. Et on le voyait Bien sûr, souvent. les deux invités que vous avez là, Ouais. nous avons eu l'honneur de les avoir le dernier soir avec nous. Alors il y a des partis L'honneur politiques. était pour nous. Il y a des partis politiques, par exemple, qui ne voulaient envoyer personne chez vous. Oui. Je pense par exemple à Europe Écologie Les Verts. Alors, on en avait un qui était un rebelle. Philippe Bouriaki, absolument. Ouais. Un monsieur que j'aime beaucoup. Il a moi. résisté. Et lui, c'est une grande gueule, et donc Il a résisté. il s'en fout. C'est pour ça qu'ils l'ont viré, d'ailleurs. Mais voilà. Mais d'ailleurs, en fait, propagande. Je sais pas si vous remarquez, mais Philippe Pasco, Gamal Abina, Philippe Bouriaki, c'est pas des gens à qui ce qu'ils doivent raconter. Hein. Ouais, C'est ouais. vraiment pas. Hein. Il y en a qui ont essayé. Et voilà. Bon, bref, c'était au passage, mais. Et je suis pas manipulé non plus. Hein. Non, j'espère bien. Non, parce que c'est la deuxième truc derrière. Si, C'est Oui. par mon Voire frère. Non, idiot utile en général. Voilà. Mais, alors, il faut parler de ces individus, effectivement, Philippe Bouriaki qui a résisté, qui est quand même venu sur votre plateau. Mais on va parler de tous ces élus locaux, Jérôme, et il y en a plein. Je peux t'en citer un que je connais, qui fait partie de l'équipe de chroniqueurs, Rafik Tangari, qui est élu à Rueil-Malmaison, m'a fait part de pression qu'il a reçue pour ne pas venir chez vous. Il y en avait principalement. C'est dommage. À gauche. Enfin, à gauche, au centre-gauche, on va dire. Ouais. Donc, effectivement, du PS Au centre à de merde. Europe, Quoi. Écologie, les Moi, je Verts. peux me permettre de dire. Ouais. Macron, centre de mer, tu La droite, l'extrême droite était présente sur vos plateaux. Bien sûr, et Ouais. l'extrême gauche. Enfin, non, l'extrême gauche. Après, moi, je suis pas d'accord sur qualifier les filles de l'extrême gauche, je pense. Mais on a eu aussi du tout ouvrier et tout ça. Donc oui, l'extrême gauche aussi. Les macronistes, c'est niet. Les macronistes, on a essayé, Ouais. et on en a eu Au début, il y parfois. en a eu quelques-uns. hein. Sur Oui, le PDI, parfois des troisième, quatrième. Non, c'est pas très gentil. Des gens moins connus de la Macronie. Ouais. Mais Alors- on a eu des pressions. Moi, j'ai eu des pressions. Oui. Chaque fois que Quel je genre, Philippe Monsieur Pasco? À chaque fois que je passe sur RT, je suis incendié sur mes réseaux, sur mes pages, etc. En me disant que je suis un crypto-communiste, que je suis un type d'extrême gauche, que je vais dans les médias merdiques payés par Moscou. On me demande combien je touche à chaque fois. Oui. Les invités sont pas payés. Hein. Bah oui, les invités sont pas payés. D'ailleurs, C'est genre les leur grade, studios étaient très bien. C'était où? À Boulogne, hein, c'est ça? Oui. À Boulogne. Entre TF1 et Canal+. En Pas plus, faire mieux. hein, donc franchement, Ça dit belle les choses. équipe. Franchement, vous êtes fiers de ce que vous avez fait, Monsieur Bonnet?
Moi, non. Enfin, moi, je m'inclus dans un collectif. Des 6 ans que vous avez passé chez RT France. Franchement, ouais. de quoi vous en sortez quoi? Formidable. Ouais. Je suis vraiment très heureux. Il y avait ce pari qui était un peu dingue du départ, ce que je disais tout à l'heure. Faire du RT, être dans la ligne RT, mais ne jamais transgresser les codes du journalisme en France. C'était vraiment la mission depuis le départ, pour ne pas que Macron nous tue, typiquement, mais aussi parce que c'est notre honneur. Tout à l'heure, on parlait de contre-vérité infamante. Qu'est-ce qu'on aurait été parlé des histoires de cul de Macron? Ça nous aurait déshonoré. Personne n'a jamais eu cette idée-là chez nous. Oui. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, mais bien Ouais, sûr. c'est pas politique. Aucun. Donc, je retiens ça. Je retiens ce pari complètement dingue qui est quand même gagné. Je retiens ces magnifiques gilets jaunes. Ils m'ont fait un peu pleurer parfois, je vous assure. J'ai vu un jour un documentaire, il y en avait un qui disait nous maintenant tout le monde nous a abandonnés, il reste plus que vous pour qu'on puisse être entendu. Je vous assure que j'avais la larme à l'œil. Je retiens ces gens qui sont magnifiques, bien sûr. Et je retiens, c'est la grande leçon, on en revient à ma fameuse erreur, je retiens que lorsque vous avez contre vous les plus hautes strates du pouvoir, vous pouvez faire absolument tout dans les règles, ne jamais transgresser la loi, être même, je veux dire, on a eu, peu importe, être même parfait en termes de comportement, eh ben, on pourra vous couper le sifflet quand même, loi ou pas loi. Oui, c'est ça qui est terrible. C'est ça Oui, qui est mais terrible je reviens sur ce que dit Jérôme. À la finale, on gagne, Jérôme. J'ai eu cette Notamment. expérience, moi, Tout à en fait. 80. J'avais monté une radio locale qui s'appelait Sortie de Secours, qui était une radio associative qui n'était payée ni par un parti politique, ni par un type qui s'appelait Ersan Rény, etc., etc. Ils ne voulaient pas nous donner la dérogation. Ils l'ont donné à tous les autres, bizarrement, sur ma région. Et à la finale, on a gagné. Alors, j'ai mis les moyens. J'ai fait une grève de la faim de 12 jours dans un quand clocher même, d'église. Oui, mais il faut se donner les moyens. J'ai un peu de kilos en trop. Ouais, mais j'ai perdu j'ai 9 kilos. hein. Je peux tenir. Mais- Non mais Jérôme, ce que dit mais, Philippe, c'est intéressant, c'est bien sûr. que franchement il faut rien lâcher. Même Et quand que t'es même petit, si vous avez tout le système face à vous, voilà. En France, on peut encore. Moins on se servira des contre-pouvoirs, moins on se servira de la force qu'on a avec le nombre, avec la vérité, plus ils vont gagner. Ouais. Donc cette histoire d'RT, elle n'est pas finie. Moi, je ne vais pas lâcher. Et je ne vais pas lâcher parce que c'est RT. Je vais lâcher pour le principe, pas lâcher pour le principe. Pour le principe. On n'a bien pas sûr. le droit Ouais. de fermer, surtout avec des méthodes aussi malhonnêtes. Je veux dire, aller couper les gens. Il y a 100 personnes qui vont se retrouver au chômage. Ouais. Là. Combien de C'est- personnes c'est une honte. exactement qui vont se Il y retrouver a au chômage là un peu plus de 100, je ne sais plus exactement, mais le chiffre dont je me souviens, c'est 77 journalistes. C'est terrible. C'est-à-dire que voilà, terrible. c'est Et du les chômage. méthodes deviennent en plus- J'aimerais qu'on parle aussi d'un cas. Là, c'était lors de la suspension qui est intervenue très tôt dès que la guerre en Ukraine a été déclenchée. C'est le cas Frédéric Tadei qui vous a rejoint, qui est pour moi un excellent journaliste. Hein. Ouais. Il a eu des pressions, Frédéric Tadei? J'en sais rien, je vais pas. Non mais si vous m'amuser avez une à petite spéculer idée, comme Jérôme, ça. on est sur France Maghreb entre nous. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est à lui qu'il faut Je suis demander. pas sûr. Je pense que c'est évidemment à lui qu'il faut poser la question. Mais Il a quitté le navire quand même assez tôt, non? Je pense qu'il a eu un peu peur. Ouais. Frédéric Tadei, c'est quelqu'un de paradoxal, en ce que c'est à la fois une célébrité bien installée dans la Ouais. société, Ouais. mais à raison, je suis d'accord avec vous, c'est un excellent animateur Ah oui, de débat. oui. Il n'y a même pas de meilleur en France, on va dire. Et de l'autre côté, c'est un peu un bourgeois, un peu un notable. Il a ce côté-là, et voilà, il a entre son côté anard, son côté bourgeois qui bascule, et peut-être que là, il a eu un peu peur. J'en sais rien, en fait. J'en suis réduit à Vous lui en spéculer. voulez pas? Moi, je lui en veux pas. C'est pas une opinion qui est partagée par tous. Moi, je lui en veux pas parce que j'étais formidablement heureux qu'il nous rejoigne. Les raisons pour lesquelles il l'a fait, les raisons pour lesquelles il s'en va, lui appartiennent. Moi, je suis content qu'il ait été là parce que nous, on a toujours dit, nous, on met tous les sujets sur la table et on invite tout le monde pour en parler. Et qui peut mieux, en France, incarner cette posture-là que Frédéric Tadei ? Personne. Bah oui, c'est Donc, clair, il le faisait formidablement bien sur France Télévisions. Voilà. Exactement, moi j'étais fan. Et donc, non, je lui en veux pas, quand même. J'étais quand même content qu'il vienne. Après, on peut dire qu'il n'a pas brillé par son courage vers la fin. En même temps, il avait beaucoup à perdre. Vous voyez, moi je suis là, je suis debout, je suis fier, j'ai l'air beau. En même temps, j'ai beaucoup moins à perdre que Tu es beau, mon Jérôme. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?
Jérôme? Écoute, pour l'instant, moi, je me bagarre. Tu vois, je suis avec toi aujourd'hui. Ouais. Et t'es le bienvenu quand tu veux. Merci beaucoup. Ouais, vraiment, t'es à la maison ici, Jérôme. Ben, c'est vraiment sympa. Le web continue. Il y a toujours du taf sur le site web pour l'instant. Donc, je suis revenu un petit peu là-bas parce que je suis arrivé à RT en tant que chef web, moi, avant de passer à la télé. Donc, j'y suis retourné. Et puis, moi, tant que j'aurais... je veux dire... Tant qu'on ne coupera pas le cordon, je continuerai à bosser. Et après, je m'intéresserai peut-être à mon nombril. J'arrive pas. En fait, j'arrive pas. C'est parce que je suis altruiste. C'est parce que je suis tellement dans ce truc depuis 6 ans que ça me paraît... Mon cas me paraît tellement anecdotique que je n'arrive pas à me pencher dessus. Je devrais peut-être. Gamal, t'as connu évidemment cette chaîne, tu y allais souvent. Déjà, il y a plusieurs choses qui ont été dites durant les 6 années, 5 années pour être précis, 5 ans de RT. L'antenne, c'est 5 ans. La réalité, la première chose, c'est qu'on a voulu la cataloguer comme extrême droite. Or, quand on appelle un mec comme moi ou Philippe ou d'autres, c'est compliqué devant l'extrême droite, là. Très, très compliqué. J'ai parlé de lâcheté de la part, je ne l'ai pas dit directement d'ailleurs sur ce plateau, parce que je voulais être encore courtois, de la part de Patrick Cohen, qui est un lâche. Je ne l'ai pas vu quand j'allais me bagarrer contre Soral sur le terrain, et moi j'étais sur le terrain du réel, il n'y était pas. Donc l'extrême droite, pas à moi. Lui, s'est pas tapé contre les skinheads dans les années 80. Nous, oui. Donc déjà, on prend pas la leçon. Ensuite, une chaîne qui est d'extrême droite. Bizarrement, j'avais fait beaucoup de télévision en France. Et la chaîne qui a le plus de diversité, mais vraiment de façon massive, et je l'ai vu, c'est RT. Des producteurs d'origine maghrébine, africaine, j'en ai vu. Des journalistes, on voit bien sur le plateau, c'est évident qu'il y avait de la couleur. Une véritable communion comme ça de personnes qui ne se regardaient pas autrement que par leur qualité. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui, parce que c'est vrai que là, le choc est un peu violent. Et en même temps, je travaille sur plusieurs médias internationaux, c'est pas la question, mais on voit bien qu'en France, on a un problème avec les médias. Al Jazeera est interdite en France, la version française. Ils ont des bureaux dans le 14e, mais ils n'ont pas le droit d'émettre en français. Donc chaque fois que je vais chez Al Jazeera, ils me traduisent en arabe pour le public arabe. Ensuite, TRT, la chaîne turque, ne peut pas émettre en France. Elle n'a pas le droit d'avoir des studios en France. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Alors que la propagande américaine de CNN ne pose aucun problème. Alors que les propagandes de n'importe quelle chaîne BBC, qui sont d'ailleurs dans le même bureau. 24 News, allons-y. Ah, les 24 News, absolument. CNN qui a vendu les armes de destruction massive Saddam Hussein. Absolument. Fake news avérée aujourd'hui. Avec fake news, mensonges et manipulation. Tout le monde l'a mangé, celle-là. Alors, je vais dire simplement une chose. Moi, ce qui me choque, à la limite, imaginons, ce qui n'est pas le cas, parce que j'ai vu les programmes d'RT, je les suivi de façon régulièrement. J'étais pas pro-Poutine du tout. J'étais très critique vis-à-vis de cette guerre barbare conduite contre ce qu'il a fait en. T'es pas pro-Zelensky non plus, hein. Non mais Zelensky est un imbécile, je le dis, je répète, c'est un imbécile. En gros, on est contre la guerre. Je suis, merci, oui, voilà. Merci de le dire, contre la guerre. Mais Poutine, quand il va massacrer en Tchétchénie, on n'entend personne à ce moment-là. Ouais. Moi, je faisais partie des rares voix qui se faisaient entendre à l'époque, les autres s'en fichaient royal. Pourtant, c'est quand même une guerre qui était de loin plus violente que ce qui se passe en Ukraine. Mais il faut dire une chose, simplement, c'est qu'évidemment, le Tchétchène, c'est un bronzé, donc on s'en fout, musulman, on peut le laisser crever. Eh bien, je vais dire une chose simplement, au nom de quoi on va interdire une chaîne qui, je le rappelle, ne faisait pas de propagande pro-russe, c'est de la soft power, elle faisait des documentaires qui parlaient de la Russie dans des bons termes, ce qui est normal, c'est quand même le minimum, mais en termes d'information, il n'y avait pas de propagande pro-russe, c'est pas vrai. Mais par contre, imaginons qu'ils aient fait un peu de propagande pro-russe. Mais est-ce que dans un pays démocratique, il n'aurait pas été légitime d'entendre autre chose que cette propagande anti-russe permanente qu'on nous sert du matin au soir dans les médias? Qu'est-ce qui leur faisait peur à ce point d'interdire la seule chaîne qui crassait pas la Russie du matin au soir, alors que les autres ne font que ça? Je pense qu'il y a un problème. Donc je pense que RT France, au-delà même du fait que c'est une liberté d'expression qu'on a confisquée à un public qui avait le droit d'entendre autre chose que la propagande des BFM, CNews et autres journaux nationaux. CNews qui est véritablement une chaîne de relais d'extrême droite. C'est la propagande pure et dure. En plus, ça dérange personne, bizarrement. Ouais. Ça, on n'a pas entendu Cohen sur CNews. Mais j'ai envie de dire que c'est CNews qui a fabriqué Zemmour quand même. Hein. On va pas à moitié. Ouais. J'ai envie de dire simplement, c'est que si RT France dérangeait à ce point, c'est là où c'est inquiétant. C'est pas parce qu'elle faisait la propagande russe, et si elle l'avait fait à la limite, elle était dans son rôle. Si elle dérangeait à ce point, c'est que les rares chaînes qui avaient un discours dissonant devaient payer. Alors évidemment que les Gilets jaunes ont posé problème à M. Macron, ça va de soi. Ça ne lui a pas fait plaisir de voir que pour une fois des journalistes allaient sur le terrain. Évidemment que RT France, qui est financé par l'État étranger, pose problème par un État français qui elle-même finance des organes de propagande en Afrique, France 24 et RFI. Quand l'Algérie vire France 24 d'Algérie, c'est tout de suite les tollés. Tout le monde est d'accord pour critiquer. Par contre, quand RT France est viré du PAF français, pas un journaliste quasiment n'a eu le courage d'exprimer. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, Gamal. Est-ce que, Jérôme, vous avez reçu du soutien de la part des journalistes, quoi? Ils sont à peu près 30 000 en France. Très peu, trop peu. Franchement, ça fait partie des trucs qui m'ont sidéré par rapport aux opinions que j'avais de mon métier. C'est quoi? C'est des lâches?
Un peu, ouais. Aujourd'hui, les journalistes en France, ce sont des lâches. Faut pas dire que c'est là, je sais pas si c'est. Alors, c'est une profession qui est très précarisée. Donc, je pense qu'il y a tout un tas de gens C'est dur d'être courageux. qui sont vraiment Ah oui, vous très pensez que précaires. c'est dur d'être courageux, Mais franchement oui, c'est dur quand. Ah bon C'est de plus en plus dur. Moi, je rejoins totalement. J'ai eu plusieurs fois des journalistes qui m'ont téléphoné, me dire Philippe, on peut pas parler de ce que tu écris dans ce bouquin. Tu comprends, je vais me faire virer. Ouais, c'est ça. Donc à un moment donné, je comprends, les mecs, ils ont leurs gamins, Ouais, il c'est faut ça. qu'ils bouffent, ils savent que s'ils sont grillés, ils ont vachement de mal à retrouver du boulot ailleurs, et c'est dur d'être courageux. C'est pas si simple que ça de dire non, je ne suis pas d'accord, quand tu as l'ensemble des gens qui sont dans le move de ce qu'il faut dire et ne pas dire. Moi, je regrette. Vraiment. D'ailleurs, je suis- mon cher Christophe, j'espère que tu espérais pas faire carrière parce que Non. là, c'est foutu avec mon passage Non, en non, plateau. non. c'est Contamination, fini. c'est Bon, quand ça fait bien Pardon. longtemps que Moi, moi. j'ai des journalistes qui se sont fait taper sur les doigts après avoir reçu. Hein. Ouais. Taper sur les doigts. Et ben, je suis très fier Et de en recevoir, lieu. messieurs. Je vous le dis. Merci Voilà. beaucoup. C'est tout à ton honneur. Philippe Pasco et Jérôme Bonnet avec nous. Tu restes avec nous, mon Jérôme? Ouais, j'avais un dernier truc à dire justement, Oui. effectivement. Tu vas sur pas la- le dire, t'inquiète pas, tu sur restes la- avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Parfait. Bien plus. Vas-y, non, vas-y, dis-moi. Ah, oui, je voulais dire par exemple, parce que tout à l'heure on disait pourquoi est-ce qu'il faut faire taire RT France? Oui. Pourquoi fallait-il nous Pourquoi faire taire en effet? Franchement, je n'ai pas la prétention de penser qu'on était tellement incroyable qu'on représentait un danger parce qu'on allait sortir des investigations. On n'est pas un média d'investigation. Je crains que le problème ne soit qu'on travaillait normalement. Et que travailler normalement aujourd'hui, ça vous distingue déjà de la masse. Je veux juste vous faire une petite citation Oui. d'un article que j'ai vu dans Libération, que j'avais noté, Oui. franchement sidérant aussi, vous allez voir, qui parlait, c'était après les premiers sabotages en mer Baltique de Nord Stream 2, d'accord ? Oui. Et donc, ça parlait de ça, et c'était un article qui était basé sur la thèse que c'était les Russes qui avaient fait le coup. Leur propre Ah oui. pipeline. Oui, Ils oui, avaient fait oui. sauter leur propre On pipeline. l'a entendu, effectivement. Oui. Ce papier, c'est le papier, je vous jure, quand je suis entré à RT, ça faisait 25 ans que j'étais journaliste, ça fait 31 maintenant, je n'ai jamais vu de papier aussi faible de ma vie. C'est-à-dire que les deux seuls arguments qu'il y avait chez Libé, la première, c'est pourquoi c'est les Russes? Et la seule réponse, c'était selon une source de l'agence de presse DPA, allemande, quoi. Donc déjà une source anonyme d'agence de presse allemande, on se dit, oh là là, une révélation. Mais non, la révélation de l'agence de presse, de la source anonyme de l'agence de presse allemande, c'est fallait des moyens pour faire ça. Et la Russie les a. Ah oui. Parce qu'on n'a pas les États-Unis, l'Angleterre. C'est ça, il doit y avoir, Non. à mon avis, à minima une dizaine de pays, voire une vingtaine qui ont ces moyens-là aujourd'hui. Bien Donc sûr. ça, c'est ce qui désigne Moyen les et intérêt Russes. aussi. Quant au mobile, en effet, C'est le mobile. tu as raison de le dire, et le mobile est extraordinaire. Le mobile, c'était en sabotant Nord Stream 2, il poursuivait la montée des cours du gaz. Sans réfléchir une seconde, qu'il suffit, lorsqu'on est à un bout du pipeline, ce qui était le cas des Russes, de fermer le robinet Bien sûr, ça peut- pour obtenir exactement le même effet. résultat, bah oui. Ouais. Mais alors pourquoi vous allez mettre une bombe au milieu de votre tuyau C'est quelque plutôt chose que vous Pour avez construit l'investissement par qui a vous. coûté- Enfin, qui a coûté 10 milliards quand même. Eh hein, ben, c'est c'est de voilà. l'argent, oui, C'est absolument. ça. Et donc voilà ce que Libération est capable de faire aujourd'hui. En fait, les dirigeants, dire, ça les doit dirigeants russes sont dingues, quoi. Voilà. On est très loin de Jean Daniel. Et, Hein. Aujourd'hui, ils ont plus- fait ça. Plus c'est gros, aujourd'hui, Plus ça passe. Ouais. Plus ça passe. Et j'adore parce que c'était introduit, juste tout dernier détail, parmi les hypothèses crédibles, virgule, mais rassurez-vous, vous n'entendrez jamais parler d'une autre. Et surtout pas celles qui disent que c'est sans doute les services secrets. Bon, américains Jérôme Bonnet ou est avec britanniques. nous, rédacteur en chef de RT France, reste avec nous. Philippe Pasco, qui est avec nous aussi, un brillant parcours, hein, Philippe Pasco. Chevalier aussi, hein. Ouais, de l'ordre numérique. Oui, mais j'ai pas été chercher la médaille. Hein. Ah c'est bah, normal. vous l'avez eu quand C'était même. juste pour les emmerder. Oui, c'est bien ça. Donc, Auteur de plusieurs livres. Quand ça Je l'ai eu, j'avais 50 ans, la médaille 2001, chevalier des arts c'est ça et des lettres. 2001. Ouais, 2001. Ouais. Donc, Vous avez été maire adjoint aussi d'une ville qui est juste à côté de chez moi d'ailleurs, Ouais. Évry, Ouais. Je aux suis côtés le de seul- Manuel Valls. Oui, je suis la seule Comment personne. vous avez fait, monsieur Pasco, pour Mais- supporter ce type? Mais alors, là, je repose les choses. Ouais. La plupart À des gens l'époque, que il j'ai était pas comme connus ça. en politique, Ouais. etc., il y en a plein, c'était des mecs bien avant de Oui, au devenir début, il des était bien, pourris. c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'il plantait des oliviers pour la Palestine. Bon, Oui, on c'est s'en moi souvient. qui- Hein. Je me souviens que c'est moi qui lui passais l'appel sur les Non. Ah ouais bien. Alors restez Ça, j'ai avec pas vu nous. ça. Philippe Il y a Pasco pas est avec nous. Franchement, Mais messieurs. je précise quand même que je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec Valls. Hein. Ah ouais, Ouais. J'espère que tu l'as bien pris. Hein. Une fois, il m'a collé contre le mur, une fois, je l'ai collé contre le mur. Bon, Match alors là, nul. franchement, Philippe Pasco, restez avec nous. Sur France Maghreb 2, dans le LGF. Franchement, des invités comme ça, vous en trouvez ailleurs dans d'autres radios? Bah non, France Maghreb 2, le LGF, avec Gamal Abina, on est bien. Voilà, la liberté d'expression existe encore, on en est la preuve, hein. On en est la preuve. Bon, j'espère qu'on va pas nous la faire à la RT France, mais pour l'instant, tout va bien.
Cette année. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF, votre magazine quotidien de 16h à 18h avec nos invités, Jérôme Monet qui est rédacteur en chef de RT France. On a parlé, évidemment vous pourrez écouter ça dans la rediff ou en podcast bien sûr, des raisons de la fermeture de cette chaîne RT France. C'est fini pour l'instant, j'ai envie de dire pour l'instant. Et nous sommes aussi avec Philippe Pasco qui est écrivain et homme politique. Alors Philippe Pasco alors on a un point commun, Philippe. Oui. Dis-moi. Dites-moi, c'est quoi d'après vous? Je sais pas, les radios. Non, oui, ça oui, on peut avoir un point commun, mais on a un autre point commun, Je sais pas, c'est qu'on est on né a le même jour, mais pas la même année. Non. Ah ouais, t'es Ouais. né le 29 mai. Absolument. Ah, génial. Ah, il a fait absolument. l'enquête, hein. Absolument, Philippe, donc rien que pour ça déjà, je te Deux points kiffe. communs. Euh, Il fait du 45. Et puis alors, d'autant plus que tu m'as dit que tu avais cogné Valls, alors là, je suis encore plus content. Donc maire adjoint donc à Évry, conseiller municipal à Bondoufle, Ouais. conseiller régional aussi. Président pour- de la formation professionnelle et l'apprentissage sur toute l'île de France. Oui, et parti radical de gauche. Oui, Que vous avez quitté après. Ah oui, j'ai quitté. Alors, pour Ouais. commencer, j'ai commencé à faire de la politique sans parti politique. Ouais. J'ai payé de ma poche, j'ai pris une grosse claque, etc. Et je me suis retrouvé que je ne sais pas combien de dettes. Et après, j'ai regardé comment ça se passait, quoi. Et j'ai repéré un petit parti qui s'appelait le Parti radical de gauche, Ouais. où il y avait 60 adhérents, tous francs-maçons. J'ai dit, vaut mieux être grand dans un petit parti que petit dans un grand. Donc j'ai pris la direction du Parti radical de gauche. Au bout de 3 ans, il y avait 300 adhérents qui n'étaient pas francs-maçons. Et là, j'ai commencé à avoir beaucoup d'emmerdes avec le Parti socialiste. Ah oui, oui. D'ailleurs, vous devez rigoler. Mélenchon ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Ah oui, oui. Vous Parce que devez- j'avais osé présenter quelqu'un contre lui dans l'Essonne. Il m'a fait des crasses pas possibles. Il voulait pas s'asseoir à côté de moi en réunion. Mélenchon est quelqu'un Phil- de rageux. Ouais, Philippe- et le Philippe deuxième Pasco, truc, c'est oui. quand on a porté plainte contre lui il n'y a pas longtemps avec un copain sur une ville qui est à Janvry, parce qu'on a accusé la fille de Mélenchon d'avoir eu un emploi fictif. Ah, oui, c'est pas Crime beau. de lèse-majesté à la France insoumise. Hein. Absolument. Et on lui a dit, bah, porte plainte. Il a porté plainte. On a gagné. Alors, est-ce que vous avez une explication de ce pourquoi Valls a fait un virage à 380 degrés Non, j'ai qu'une Philippe explication, Pasco. sauf c'est l'être humain. Malheureusement, j'ai rencontré plein de gens sympas au début qui deviennent totalement cons dès qu'ils ont le pouvoir Le pouvoir corrompre. Et le pouvoir, ça rend. J'ai vu des gens devenir fous, mais pas que dans ce métier-là. Je veux dire, moi, j'ai aussi plusieurs facettes. Donc, j'ai un métier de comédien où j'ai fait des caméras cachées pendant X temps. Mon fils, maintenant, reprend le flambeau. Oui. Mais les gens, d'un seul coup, ils sont rien et ils deviennent quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, ça leur monte à la tête. Mais même moi, j'ai failli tomber dans le piège. Quand je suis devenu président de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le matin, j'étais un petit conseiller régional. L'après-midi, j'étais président de la formation professionnelle de l'apprentissage sur toute l'île de France. 800 millions de budget. Les 176 CFA, la VAE, l'école de la deuxième chance. Les gens qui me tutoyaient le matin se sont mis à me vouvoyer l'après-midi. Oui. Bon, c'est vrai À que l'époque, je fumais encore. Je voulais prendre une cigarette, j'avais 15 briquets qui s'allumaient. Ah oui, c'est pratique, effectivement. Si hein. tu fais pas gaffe. Ouais, mais je l'ai vu. La veille, t'es moche, et le jour d'après, t'es beau. Je me souviens toujours, à l'époque, je faisais des caméras cachées en même temps, ce qui est très mal vu en politique. Hein. Et quand je passais le soir à 20h30, le lendemain matin, mon téléphone sonnait. Ça loupait pas. Hein. J'avais souvent une nana qui me prenait pour une mère de 5 ans avant, 6 ans avant. Ah, Philippe, on t'a vu à la télé hier. Putain, c'est génial, etc. Ça se terminait en général toujours de 2 façons. La première, c'était avec tous les gens que tu connais, tu pourrais trouver du boulot à ma femme ou à ma fille. Ou ça. Ou tu veux pas passer à la maison demain à 15h, mon mari n'est pas là. Ok. Ah oui, c'est sympa, Philippe. Ça vaut le coup, hein. Sacré Non, truc. mais Non, c'est pour t'expliquer que tu es moche la veille oui, et que tu es et beau. que tu deviens beau le quand lendemain. t'as Et du que pouvoir. c'est très très dur de résister. Ouais. Et donc le pouvoir, c'est dur de résister. Moi, pendant 6 ans, au conseil régional, il a fallu que je me batte, que je te jure que je rêve de me battre pour payer mes notes de restaurant. Parce que dans tous les restaurants où j'allais autour, les mecs voulaient pas que je paye. Alors Philippe Pasco, il y a Non, mais quelque attends, les chose autres présidents, ils qui est payent bien pas. connu en politique, Ouais. et je crois que c'est bien présent, ou ce fut bien présent en tout cas à Évry, c'est le clientélisme. Et ça fonctionne à merveille. Bah oui. Comment moi, je me suis toujours posé la question dans une ville que je connais bien, Évry, qui est la capitale de l'Essonne. J'y habite à côté. Et quand même, voilà, une forte représentation de Français issus d'immigration, etc. Comment un mec comme Manuel Valls a pu passer dans cette ville. Je veux dire, même après, je veux dire, on connaissait après le Manuel Valls qui a viré, il a quand même été réélu député. Je peux te dire une énormité. Comment c'est possible? Je peux te dire une énormité auquel les gens sont cons.
Ils veulent tous la vérité, mais à condition que ce ne soit pas chez eux. Ils veulent tous des élus propres, mais à condition que ce ne soit pas le sien. Et à partir du moment où la famille dit, ils suivent comme des bons. Et puis quand tu peux obtenir quelque chose, tu prends. Donc on veut tous de la propreté, mais ailleurs. On veut tous de l'éclairage, mais surtout pas de nucléaire à côté de chez moi. Donc le problème, il est là aussi. Les gens, c'est qui réélit ? Tu sais, quand j'ai sorti mon premier bouquin en 2013, Délit d'élus, j'avais mis 400 noms d'élus qui avaient mis les doigts dans la confiture. Je me dis, putain, mars 2014, ils vont être virés, ces gens-là. Parce que mon bouquin avait un petit peu marché. Et bien, il y en a 250 qui ont été réélus au premier tour. Qui est con ? Balkany, je rappelle, il a tenu combien de temps ? Guérini, il a tenu combien de temps ? Qui est con ? On a les élus pourris qu'on mérite. On a les élus qu'on mérite. Nous sommes encore dans une démocratie et on s'en sert de moins en moins. Il y a des endroits. Il y a des endroits où je suis. Oui, mais ils payent à la finale quand ils ont un genou à terre. Alors là, ils les tuent. Il y a des endroits en Seine-Saint-Denis où il y a eu 90% d'abstention. Oui. Je pèse mes mots, 90% d'abstention. La démocratie meurt parce qu'on ne s'en sert pas. Et c'est la porte ouverte à tous les connards. Et c'est la porte ouverte aux clientélistes. Parce que quand tu as 90% de gens qui vont pas voter, c'est vachement facile d'être élu. Tu files un petit logement, tu files un petit boulot, tu fais sauter des PV et tu as ta clientèle. Tu as ta petite cellule de parti et tu as ta clientèle. Donc je dis aux gens, allez voter, c'est la meilleure façon de se débarrasser des pourris. Oui, et mais si les gens vous n'y avez croient pas de plus, Philippe Pasco. Les gens n'y croient plus à la il y a un politique. truc vachement simple, mettez des bulletins blancs, les enfants. Parce que quand les bulletins blancs dépasseront les exprimés, les bulletins blancs ne sont pas reconnus parce qu'il n'y en a pas assez. Ça, c'est ce qu'ils veulent que vous entendiez. Le jour où les bulletins blancs dépasseront les bulletins des exprimés, je peux t'assurer que le monde entier va en parler et ils seront obligés de changer les choses. Mais allez voter parce que sinon, je vais vous dire ce qu'ils vont faire. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ah ben j'ai le scoop, ils vont vous installer le vote électronique partout. Ouais. Tu sais pourquoi ? Pour lutter contre D'ailleurs, il y a l'abstention. des élections qui ont été annulées à cause de ça. Hein. Oui, mais t'inquiète pas, ils vont le faire. J'ai les preuves aujourd'hui que les bulletins électroniques, c'est du truandage. Mais ils vont le faire pour lutter contre l'abstention. Et puis comme les gens sont cons, alors ils se disent, mais attends, t'as pas besoin de te déplacer le dimanche. Tu peux voter de chez toi. Et puis tu votes avec ta femme. Et puis t'inquiète pas, c'est hyper sécurisé. Et tu peux faire même voter le chat. Mais ils vont le faire. Ouais. Ou les morts. Oui, ou les morts. Ils vont le faire. Et comme les gens n'ont pas la capacité réflexive de se battre ou le courage de se battre, ils vont prendre ça pour un progrès social. Et le problème, il est là souvent. C'est qu'on nous vend des trucs aujourd'hui où on a l'impression que c'est un plus et en fin de compte, c'est de la régression. Et les gens eux-mêmes tombent dans le piège. Je vais vous donner un autre exemple et puis après j'arrête parce que sinon il faut me faire cut. Aujourd'hui, je trouve qu'on revient, on revient au Moyen-Âge. Tu sais, au Moyen-Âge, quand il y avait une rumeur, la nana là qui est en face de moi, oh putain, je pense que c'est... Oui, je blague. Je pense que c'est une sorcière. On la brûle. Absolument. On ne cherche pas à avoir les preuves. On ne cherche pas à savoir si c'est vrai. Eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, la moindre rumeur sur quelqu'un, sur quelque chose, on le brûle sur la place publique. On n'est pas en train de progresser, on est en train de régresser. Et personne ne s'en rend compte. Ouais. C'est pas joli, hein, tout ça, mon gamin là. Philippe Pasco, aujourd'hui, on est dans une crise aujourd'hui autour de la réforme des retraites. Ça a été annoncé. On se souvient d'ailleurs de Emmanuel Macron qui, en 2019, était totalement opposé à l'augmentation de recul de l'âge légal de la retraite. Avec Il de très bons ne voulait pas en arguments, entendre parler avec de très bons arguments d'ailleurs. Il disait que c'était hypocrite, etc. Et on le voit 3 ans plus tard être réélu d'ailleurs sur cette... Au moins pour le coup, il a dit ce qu'ils allaient faire. La réforme des retraites, il avait dit qu'il allait faire. Mais il faut arrêter. Il a parlé aussi. Il n'y a pas plus menteur que ce mec-là. Oui, mais toutes attendez. les preuves de ces Mais mensonges. t'as remarqué que c'est plus du tout la même. Oui, alors En fait, aujourd'hui... avant, c'était la justice sociale, il fallait avoir la peau des régimes spéciaux. Non mais Jérôme Bonnet, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'opposition qui reprend un peu le discours d'Emmanuel Macron d'il y a 3 ans, aujourd'hui cette même opposition est vilipendée par Emmanuel Macron. Donc la réforme des retraites, on a vu cette première journée de grève la semaine dernière qui a été quand même bien suivi, on peut le dire, hein, avec entre 1 et 2 millions de personnes dans les rues, selon les chiffres. 80 000 selon la police. Oui. Ils ont dit ils ont 1,1, mais selon à la Paris, police, 80 000 à ça Paris, fait mais très en longtemps France, que j'ai pas entendu ça. Hein, on parlait de 1,2 million en France, sur tout le territoire. Les syndicalistes parlent de 2 millions. Les syndicats sont unis, les 8 syndicats sont unis. Pour le coup, autre journée de grève annoncée mardi prochain. Philippe Pasco, est-ce que c'est un bras de fer inévitable ? Oui, sauf que, à mon avis, c'est pas la bonne méthode. Parce que, encore une fois, Monsieur Martinez, si tu m'écoutes, il va falloir qu'on s'explique tous les deux. Je veux dire, faire des grèves parcellaires à droite et à gauche le mardi sur des gens qui n'ont déjà pas d'argent, il y a un moment donné, il va falloir changer les systèmes ou déclencher une grève générale. Parce que la seule façon de coincer ce mec-là... On en parle. Mais on en parle. Après, Moi, une grève, ça fait 5 ans, monte en puissance, ça démarre jamais. Oui, ça monte en puissance. Et puis, moi, je peux te dire qu'en général, au bout de 2 ou 3 manifs, les syndicats s'engueulent. On commence par les manifester d'un côté, puis l'autre de l'autre, et puis ça n'avance pas plus loin. Le jour où le jour où les camions seront dans la rue, le jour où les ambulances seront dans la rue, le jour où les pompiers seront dans la rue, eh ben,
il tient pas une semaine, ce gouvernement. Mais aujourd'hui, on est incapable de On comprendre avait les que boulangers le- aujourd'hui, M. Pasco. Dans Oui, les ou rues. les Et ça, boulangers. c'est rare. Mais Ça, le problème ouais, que on j'ai, dispersait, ça, le le problème. problème que j'ai, c'est que chacun défend sa petite corporation. Bah oui. Les avocats, ils vont C'est faire tout la le grève, on leur problème. donne un petit sucre. Sauf les journalistes. Et Macron sait très bien faire ça. Ah non, ils défendent pas. là. Et Macron sait très bien. Parce que sur la réforme des retraites, est-ce que vous avez remarqué des gens qui ne vont pas être touchés par la retraite? Tout le monde est touché. Non, il y a des gens qui sont pas Lisez touchés. bien, Ouais. les dockers, par exemple. Ah oui, les Ne sont pas concernés Les- par les- la retraite. Les policiers Ou les militaires, ne bien sont sûr, pas je suis d'accord. concernés. Les militaires ne sont pas concernés. Les Il y a encore- avocats. Les Il y corps a- constitués, quoi. et il y a Le encore deux, muscle. trois. Non, Il y a- mais il y a c'est encore des corps deux, trois. constitués en commun d'avoir des muscles. Et qui risqueraient de faire des dégâts si jamais ils se mettent à part. Ah ben, Surtout la police. Donc, Si on jamais, peut si pas jamais dire- ils manifestent, c'est fini, il n'y a plus on personne peut pour même arrêter. pas dire Il y en que a cette bien, retraite, entre guillemets, est universelle. On peut même pas dire qu'il va dans le sens de ce qu'il disait, puisqu'il disait « je vais faire une retraite universelle pour tout le Ou les monde ». régimes spéciaux. Non, on continue. Les dockers, comment ça se fait qu'on met pas les dockers dans le coup? Ou les Je RATP. comprends pas, moi. Je comprends pas. Moi, il y a un Oui, Jérôme Bonnet. qui me frappe. Oui, pardon. Je suis d'accord avec Philippe Pasco. On sent une forme de résignation qui s'est installée, malheureusement. De peur aussi, hein, parce que maintenant, les manifester en France, c'est Ah, ils dangereux. ont pris sévère, hein, par exemple, les gilets jaunes dans les rues. Exactement. Il y a eu des éborgnés, des mains arrachées. Donc effectivement, entre les blessures et le fait que rien ne change, il y a une forme de résignation qui s'est installée. Et on donne pas cher, a priori, des mouvements sociaux. Mais cette fois-ci, là, c'est vraiment la merde de toutes les batailles. Je veux dire, je regardais l'autre jour, il y avait un chiffre qui m'a vraiment frappé. Étaient interrogés les actifs, donc les gens concernés potentiellement par la réforme. 93% d'entre eux ne voulaient pas en entendre parler. Je n'ai jamais vu C'est massif. une réforme rejetée par 93% des gens qui vont la subir. C'est-à-dire que là, en fait, justement, je On pense que... dirait une élection africaine. Je pense que, exactement, je pense que Macron s'est grisé, ou Borne s'est grisé de cette résignation. Ils en ont fait le constat, comme nous, malheureusement, mais eux avec beaucoup de joie. Et ils se sont tellement grisés qu'ils se sont dit, maintenant on s'en fout, on peut faire n'importe quoi. bien sûr. Personne n'est d'accord, c'est pas grave, on passe en force, on va faire deux trucs pour se donner l'apparence de la concertation. Donc là, je pense qu'on est vraiment à un tournant et on va voir ce qui va se passer. J'espère vraiment que les syndicats seront plus intelligents que ce que tu disais. J'en suis pas sûr. parce que Philippe je les Pasco, connais bien. quelles sont les cartes à jouer maintenant pour Emmanuel Macron? Les cartes à jouer, vraiment, Ouais. bah, c'est ce qu'il est en train de préparer. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose de tellement torride qu'il va lâcher quelques petites brides de soi-disant d'amélioration sur la retraite, et puis que malheureusement la CFDT ou d'autres vont dire bon, on a obtenu, on rentre à la maison, et ça va commencer à casser le mouvement. Et ça sera Le- fini. Et ça sera fini. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Pourquoi Mais, ce serait pas fini? remonter comme ça? Oui, mais il s'en fout. Non, je pense que non, il y a un risque réel. Gamal. Le vrai risque, c'est évidemment les syndicats, on peut pas leur faire confiance parce qu'ils ont toujours tendance à composer en disperser, on connaît la musique. En plus, ils représentent 6-7% de, On est en de la période masse. d'élection pour certains d'entre eux. Oui, mais au-delà des élections, là, on n'est plus là-dessus Ouais. parce qu'ils ont bien compris qu'ils sont en train de courir après le wagon. Hein. Chez les syndicalistes, ils n'ont Attends, pas attrapé. Je précise que je ne mets pas en cause les militants. Non, on parle bien des syndicats, leaders c'est ça, syndicats, oui. Je parle des chefs. Hein. Oui, les leaders. Bien sûr, Donc bien ceux sûr. qui sont facilement corruptibles. C'est à la tête que ça pourrit. Mais, toujours. mais c'est comme des poissons. Mais je vais dire. Ce que je veux dire simplement, c'est que le problème des syndicalistes, c'est qu'ils courent après le mouvement de contestation populaire. On l'a vu, plusieurs grèves qui se sont faites spontanément avec les réseaux sociaux, qui n'avaient absolument aucune tutelle syndicale. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la colère commence à monter dans un contexte économique dégradé, avec une inflation officielle, on parle bien d'officiel officieux, de 10%, mais sur le panier de la ménagère, c'est à peu près 40, 50, voire 100% d'augmentation. C'est ça les vrais chiffres, hein, et non pas l'inflation générale. Je veux dire, les logements, tout le monde n'en achète pas tous les jours, et ça n'a pas augmenté. Mais ce qui est certain, c'est que il y a une fronde qui est en train de s'installer, qui est en train de se construire indépendamment des organisations et qui fait peur à la direction politique, ce qui fait que les syndicalistes ont compris qu'ils pouvaient prendre l'ascendant avec ça en essayant de capitaliser sur cette fronde. Elle est en dispersée. Le risque réel pour Macron et son gouvernement, s'ils continuent à lui casser les pieds sur une réforme qui n'était pas ultra nécessaire. Aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est la question de l'inflation. Il faut lutter contre ça et ça, ils ne le font pas. Et bien, si jamais ils ne font pas le travail et qu'ils jouent la carte du pourrissement, les salaires, pas seulement l'augmentation des salaires, le gel des prix. Moi, je pense qu'il faut arrêter de délirer. Il faut stopper la spéculation au prix à la hausse, ce qui est quand même pas normal. Les plus fragiles qui n'ont pas de salaire, par exemple, eux, ils n'auront pas d'augmentation. Donc, je veux dire, un RSiste, un chômeur, il ne sera pas augmenté. Donc, il faut penser aux les vieux retraités qui ont une retraite de misère. Donc, je pense que là, il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il est très arrogant sur cette méthode-là et que si ces mouvements de contestation commencent à se coaliser, ce qui s'est passé en 95 quelque part, à ce moment-là, les syndicalistes vont rejoindre le mouvement comme en 68. Je rappelle que c'est pas les syndicalistes qui ont commencé en 68. jamais. Donc, ils vont rejoindre le mouvement et là, ça risque d'être le blocage national.
D'autres parlent aussi de l'arrivée de la jeunesse aussi dans ce mouvement. Philippe Pasco, est-ce que ça peut changer aussi la donne? C'est sûr qu'à chaque fois que la jeunesse commence à bouger, C'est il commence ça, à avoir la ça va trouille. plus. Ouais, Parce que la jeunesse, ne l'oubliez pas, elle commence par prendre les pavés, elle. C'est Donc clair. ça va risque de leur faire peur. Mais est-ce Mais- qu'elle se sent concernée par la retraite Mais le aujourd'hui, la problème, c'est jeunesse? qu'aujourd'hui, on devient de plus en plus individualiste, on pense de plus en plus chacun à sa gueule, et je le comprends. Encore Le une fois. vieillisme, c'est la peur aussi. Même si je suis pas d'accord, je le comprends, parce que tout est fait pour que chacun pense à sa clair. gueule. Cela dit, même en pensant à leur gueule, il ferait bien quand même de faire attention parce que j'entendais sur d'autres chaînes qu'on ne fera pas l'honneur de citer, des gens qui avaient un argument massue en disant mais enfin, ces gens ont 20 ans, la retraite c'est dans plus de 40 ans. Ouais, Qu'est-ce que ça concerne peut leur pas, en faire fait. Ouais. Non, c'est pas vrai, ça a des répercussions Bah, c'est immédiates. ça, évidemment. Déjà mécaniquement, vous augmentez l'assiette des gens sur le marché du travail, fait. puisqu'avant ils étaient à 60 et maintenant ils sont à... ouais, enfin bref. Oui, c'est ça. Donc, ça fait moins d'emplois pour les jeunes nécessairement. C'est une plus grande concurrence sur le marché du travail. Et quand il y a concurrence plus grande sur le marché du travail, au détriment de qui elle se fait? Des travailleurs, et au bénéfice de qui elle se fait? Du patronat. Mais c'est une croix. Je crois qu'ils sont beaucoup plus Je vicelard pense que que ça. Hein. Oui, Moi, je pense Philippe. plutôt que ça va faire simplement que les gens, à partir de 55 ans, de toute manière, n'auront pas de travail. Ben non, mais non. De toute manière. Mais Ah, que les ces seniors, gens-là, ils vont finir dans la misère. Ils seront obligés d'aller jusqu'à 64. Que comme ils seront au RSA entre 55 et 64, leur taux de retraite, ce qui va encore diminuer, et que ça va au contraire arranger tous ces gens-là. Et je vais même plus loin. Demain, on va vous annoncer que la France va bien. Tous les voyants vont Oui, être il au parle déjà vert. du chômage qui t'en baisse. Le chômage est en baisse, mais c'est normal. Baby puisque boomer, bien sûr, tu, sur la tu- retraite. tu es radié du Bien chômage quand que tu n'as pas répondu à un mail En que tu plus. n'as pas eu. Donc c'est normal que les prud'hommes, ça va vachement mieux. Comme ils ont verrouillé les prud'hommes, ça va vachement mieux, puisque les gens vont plus aux prud'hommes. Ça rapporte moins que ce que tu payes ton avocat. C'est clair. Les hôpitaux, ça va aller mieux, puisque de toute manière, même quand tu vas aux urgences, tu as 6 heures d'attente, 16 heures d'attente, il y a plein de gens qui ne vont plus. Et en plus, tu as 20 balles à payer. Donc les hôpitaux, ça va aller mieux. Donc vous allez voir que les voyants internationaux et de propagande vont faire que la France va aller mieux. Les Français vont être en train de crever. Parce qu'en plus, derrière, comme le code du travail, il est cassé. Et aujourd'hui, j'ai halluciné quand ils ont dit, mais on va mettre des trucs vachement plus faciles pour que les gens qui sont à la retraite puissent prendre un autre boulot. Mais c'est quoi, mon bonhomme? Tu veux nous donner la retraite et tu autorises les gens à travailler en plus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, ils n'auront pas assez de leur retraite. Philippe En fait, Pasco, en est-ce qu'elle va Allemagne- passer? Est-ce qu'elle va passer cette réforme? Bah, moi, je pense qu'il n'a pas le choix. Hein. Il est dans une course en avant, l'autre. Il passera hein. la faire, il la Il passera est en tellement, force. ils sont tellement Oui. dans leur monde, etc., que de toute manière, ils sont persuadés qu'ils ont. Vous vous rendez compte qu'il a quand même dit, il a osé dire, mais les gens n'ont pas compris ce que je disais. Ouais, c'est énorme. ça. Personne s'est rendu compte, c'est plutôt, est-ce que tu n'as C'est pas normal, ils mal sont rien. expliqué Mais en Philippe, général, Philippe, c'est pas C'est ça la qui me tarte choque à le la plus. crème, mais en Ouais. général, c'est dans l'autre sens. Non, Au mais moins, tu ils vois, disent c'est on n'a un pas truc de assez fou. bien expliqué. C'est pas ça qui me choque le plus. C'est pas ce qui m'a dégoûté. J'ai eu l'occasion de le dire il y a pas longtemps dans une autre radio, excuse-moi Christophe. J'ai dit simplement que c'était inadmissible d'oser dire. Il a utilisé un terme quand même qui se fout de la gueule du monde à un niveau stratosphérique. Il a osé dire que les gens qui étaient contre la réforme étaient des irresponsables. Je rappelle, à titre indicatif, que les irresponsables sont les dirigeants politiques qui étaient responsables de la politique. C'est eux qui ont détruit l'économie. C'est eux qui ont fait en sorte qu'il n'y ait plus d'industrie. C'est eux qui ont créé le chômage de masse. Et c'est donc eux les irresponsables. C'est pour ça que je te dis que ces tarés-là vont aller jusqu'au bout de leur Mais connerie. je suis d'accord avec ça. Alors, Philippe Pasco et Jérôme Bonnet, restez avec nous encore quelques minutes sur France Maghreb 2. No nous a rejoint pour sa chronique du lundi. Bonsoir à tous. Bonsoir No, comment ça va? Ça va et vous? Bah ouais, très bien. Elle rappe l'actu, messieurs. Bon, vous écoutez un peu de rap ou pas? Jamais. oui, bien Sauf sûr. quand c'est nous. Ouais. Bon, vous allez voir, quel talent. Allez, et sur France Maghreb Je suis 2. plus jeune, j'ai 50 ans. Ah oui, bon bah Ah ouais, écoutez, c'est vrai. Non, No c'est vrai. rap l'actu, elle va rappeler l'actu dans un instant. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF avec Kamal Abina, aux côtés de Jérôme Bonnet, rédacteur en chef de RT France, et de Philippe Pasco, écrivain. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina pour m'accompagner aujourd'hui, fondateur du MDC, avec Philippe Pasco, écrivain et homme politique, avec Jérôme Bonnet, rédacteur en chef de RT France, qui sont avec nous. Messieurs, je vous propose d'accueillir Mounir qui nous écoute, parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent, quelques-uns, hein, évidemment. Mounir, bonjour. Oui, bonjour Christophe et bonjour à tous les invités, à tous les auditeurs. Oui, j'interviens très rapidement Christophe parce que j'ai entendu votre invité parler effectivement du fait que les gens ne vont plus au prud'homme. Et je voulais apporter un témoignage extrêmement grave. C'est que... Vous m'entendez là ? On t'entend très bien, Mounir, vas-y, on t'écoute. Voilà, écoutez, je connais une personne en fait qui a été licenciée d'une entreprise suite à une liquidation judiciaire. Donc il n'a pas été payé par le mandataire judiciaire. Il a porté plainte au prud'homme. Et ce qui est hallucinant, c'est que lui, d'être plaignant, au fait, il a été condamné par les prud'hommes
a payé plus de 25 millions d'euros de dommages et intérêts au mandataire, alors qu'il était lui-même plaignant et le demandeur. Donc c'est vraiment, mais voilà, c'est une justice mais hallucinante. Et je tenais à porter absolument ce témoignage parce que j'ai entendu effectivement votre invité parler des problèmes effectivement des prud'hommes. C'est Philippe Pasco, effectivement. Merci Mounir pour ce témoignage, en tout cas, pour nous avoir appelé. Juste donc, une précision, j'espère qu'il a fait appel, il faut qu'il le fasse, parce que en appel, il sera devant une vraie juridiction avec des magistrats professionnels. Absolument, C'est important. Ouais. Alors, Philippe Pasco, donc le dernier livre là, qui est sorti, il a combien de temps ? Là, il y a 6 ou 7 mois, ça s'appelait Abstention, piège à con. Abstention, piège à con. Écrit avec André Berkoff. D'accord. André. Ouais. Et là, j'en sors un au mois d'avril qui s'appelle Les cons, ça ose tout. C'est même à ça que je le reconnais. Bien sûr. Audiard. Non, même moi. Même moi. Même moi. Ok. Ah oui, d'accord. J'en ai une de citation maintenant pour moi Oui. et RT. Oui. Quand on a la tête en beurre, faut pas trop s'approcher du four. Oh, c'est beau, on a des résistants sur le plateau, c'est bien. C'est iconicar. Bon, Philippe Pasco, en dehors des livres, là, c'est quoi l'actualité ? L'actu, moi, c'est continuer à me battre, continuer à descendre dans la rue, et dire et informer les gens. Je me considère pas comme un lanceur d'alerte, je suis juste un petit scribouillard éveilleur de conscience. Donc j'ai la chance d'avoir une certaine façon de penser dans ma tête, de pouvoir faire des pulses d'un tas de choses. Et par exemple, j'écris un autre bouquin qui va s'appeler Le pouvoir du pire, où j'explique aux gens qui sont eux-mêmes les moteurs de la prison qu'ils sont en train de mettre en place et qu'on laisse faire et que les gens se rendent pas compte. Je peux vous donner un exemple, j'ai le temps. Oui. Bon, dans mon bouquin, je parle par exemple des tickets de caisse Oui. qu'on va c'est supprimer, énorme, qu'on supprime. Oui. Ça a l'air de rien, mais c'est une connerie fondamentale. Même si ça part d'une bonne idée, les gens se rendent pas compte. Parce que quand tu avais ton ticket de caisse, quand tu sortais de la caisse, tu regardais, Absolument. si c'était pas trompé de 2 centimes, 3 centimes, 10 Absolument, centimes. oui. Ce qui systématiquement se fait maintenant dans les grands magasins. C'est-à-dire que tu prends un produit à 5 euros dans la vitrine et tu arrives à la caisse, il est à 5,50 euros. Comme les gens vont plus avoir le ticket de caisse, L'inflation. ils vérifieront pas. Parce que le ticket de caisse, tu l'auras chez toi. Ouais, Le jour c'est où tu vrai. as besoin, par exemple, d'être au frais réel, eh ben, t'es coincé parce que tu n'auras plus le ticket de caisse. Les tickets de caisse qui valaient garantie pour certaines choses maintenant, eh ben, tu pourras plus, parce que même de toute manière, quand tu l'avais, le ticket de caisse, au bout de 6 mois, il s'effaçait. Donc tu vois, d'une bonne idée, soi-disant intéressante, en fin de compte, on en fait une connerie au détriment Je des peux gens. te péter le moral ou pas Ça a été Vas-y, mais repoussé au mois d'avril. Alors les tickets de caisse peuvent être remplacés par les tickets numériques, on l'envoie par mail aussi, c'est une solution. Oui, mais c'est ce que tu n'as pas compris ce que j'ai en train de dire. Quand tu reçois ton mail, tu vérifies plus ton ticket. tout de Oui, suite. j'entends bien, j'ai bien compris. Donc à partir du moment où tu le vérifies plus tout C'est de un suite, réflexe que les tu gens laisses- n'ont pas en général. Tu laisses passer toute Tout à la fait. Moi, par exemple, quand je bien fais même mes courses, tu je le vérifie ferais, tout de tu suite vas qu'on a pas Tu reçu. ne reviens pas Ouais. pour 10 centimes. Ouais. Alors que quand tu es à la caisse, et moi je le fais, je dis hey, madame, là vous avez fait une erreur sur les 2 produits, là. Est-ce que vous voulez me les rechanger s'il vous plaît? Cassez pas le micro, monsieur Bonnet, sinon vous allez voir, on va Et vous j'ai- et piquer, des on va exemples saisir comme le ça, matériel là-bas. Des exemples comme ça, j'en ai 100 000 où les gens Bon. ne se rendent pas compte. On a Walid qui est avec nous. Salut Walid. Messieurs, bonjour. Bonjour Walid, qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais juste dire que c'était une sacrée émission qu'on écoutait là. Ah bah oui, ça je suis d'accord avec toi, oui. Je me crois dans une hyperdimension là. Ah oui, carrément. Là, je me dis, c'est Arte France Maghreb 2, c'est quoi le truc là? Ah bah écoute. Écoute. Franchement, super, les deux Je me permets beaucoup plus d'humour ici que je ne le faisais à RT. Ah oui, c'est vrai. Il était beaucoup plus sérieux, Jérôme Bonnet, sur RT, quand même. Franchement, Christophe, t'as invité des super invités, magnifique. Merci beaucoup Walid. Voilà, bah écoutez, Bon courage aux journalistes et à tout le monde. merci beaucoup Merci Walid. beaucoup. Et Jérôme, tout comme Philippe d'ailleurs, voilà, je leur dis les droits dans les yeux, dans les yeux, hein. Hop, à Pas de droite, problème. à droite. Vous êtes ici chez vous, vous venez quand vous voulez. Voilà, Ça roule. à la maison. Merci à tous les deux en tout C'est cas. vrai qu'on d'être se sent venus. bien ici. Bah oui, c'est vrai. plaisir. Non, mais il y a une ambiance très, très sympa ici. On sait mettre les gens à l'aise. Et si t'aimes bien le rap, tu vas te régaler là. Ouais, bah reste avec nous, vous allez pouvoir la découvrir. C'est une artiste, elle s'appelle No. On l'a découvert, elle est avec nous tous les lundis pour rapper l'actu. Voilà, vous avez. Je suis sûr qu'elle la- fait mieux que Christophe Barbier. De Oh, loin. bah alors là, même pas de comparaison. Sans les chapeaux, j'en En tout cas, elle est beaucoup mieux Je que suis Patrick Cohen. Alors là, de très très loin. Mais là, il part de loin là. Patrick Cohen. Il faudrait qu'on en fasse une émission un jour de ce mec. Cohen, c'est écrit C-O-H-I-N, c'est ça? Et moi, j'aurais un truc à dire tout à l'heure si vous voulez. Mais bon, Ouais, moi j'ai Quoi fait une caméra cachée chez C'est dans l'air et justement le seul mec qui a été infâme c'était Cohen. Ah oui, pas, il est très but à personne. Un but à personne, il est très prétentieux. Vous avez beaucoup d'enfants, monsieur Pasco? 6. Ah, ça va. Ouais. Il a Bon. rendu la génération, tranquille. Ouais. Ils pourront cotiser en masse pour les. Ouais, mais bon, j'ai toujours voulu avoir une grande famille. donc- Et puis si vous regardez Quotidien, bah voilà. Notamment l'émission Yann Barthès. Non, il y est plus. Ah, il y est plus, ça y est. Non, non, ouais, ça y est, voilà, c'est il fini est bien d'ailleurs C'est fini, le oui. Ah oui, show bon. canal là. non, D'accord. j'ai des gamins en or et ils gagnent tous plus que moi, ces enfoirés. Oh non. Bon, ils vont pas chez Hanouna, rassurez-moi.
Non, mais j'ai tous des gamins, j'ai des gamins en or, Panayotis, Paolin, Paddy, Paul, j'en ai un qui est millionnaire, j'en ai un qui est... Ah ouais, sympa. Ah. Vous avez votre Faut que j'en retraite fasse assurée plus, alors. moi. Ah, une Faut que retraite j'en fasse dorée plus pour des vous. enfants. Je sais pas, mais j'ai beaucoup travaillé. Tu sais, moi, je travaille depuis l'âge de 14 ans. Donc, j'ai pris ma retraite il y a 3 semaines. Ah oui. Ah bah écoutez. Mais- Donc vous devriez être favorable à cette réforme, comme tous les retraités en général. Non, moi, je suis favorable au partage et pas au profit. Non. Ah, c'est beau ça. C'est beau. Bon, C'est terrible d'ailleurs. restez avec nous, messieurs. Nous rappelons l'actu dans un instant. Et on va conclure tranquillement cette belle émission que beaucoup d'auditeurs ont appréciée. Ils me l'ont dit, Avec ils du m'ont fait rap. savoir. Avec LGF sur France Maghreb 2 avec Jérôme Bonnet, Philippe Pasco, Gamal Abina et nous. Comment ça va, Manu? Ça va. Et Bon. vous? Bah écoute, très très bien. C'est ta troisième chronique là. C'est ça, troisième. Troisième, donc le principe au rappel, c'est de rappeler l'actu. C'est ça, pour 1 minute à peu près. Voilà, c'est ça. C'est tes inspirations de la semaine. À la semaine, les retraites. Les retraites. Les retraites. Intelligence artificielle aussi, j'ai trouvé des choses intéressantes. Oui. Et bon, c'est chez notre cher Cyril aussi, j'ai Ah. deux, trois Ah bon? petites- 2-3 petits trucs sur Cyril? Tu veux nous fâcher avec tes Ouais. PMP? Mhm. Hein? C'est ça? Bon. C'est Oui. vieux, moi. Quoi? Non, non. Qu'est-ce qu'il C'est y a? le dieu de la Qu'est-ce qu'il y a? télé, donc On dit comme tout, je qu'est-ce travaille qu'il y à a? la télé, c'est le dieu. Ah oui, oui. Alors, nos rappels actus évidemment sur les réseaux sociaux pour te suivre, c'est No Music. No Music évidemment sur Instagram notamment. Exactement. Alors c'est parti pour le troisième C'est parti. rendez-vous. Nos rappels actus dans le LGF sur France Maghreb 2, c'est maintenant Music Maestro. Billie Eilish sauve la cause écolo sur les réseaux. C'est pas la seule et je crois que ça marche un peu sur les autres. Anticiper la pénurie d'essence, c'est pas nouveau. On est si bête, la plus belle quête réside dans le cerveau. Intelligence artificielle devenue réelle, non? OpenIA repose sur la confiance de ces gens. En parlant de chat à un robot qui détient le savoir. Étant bien sûr que ce que l'on veut, c'est un humain sans âme. Jeudi 19, grève générale dans toute la France, ça râle. C'est bien normal qu'on manifeste, faut voir leur charabia. Fun fact, y'a la couche d'ozone qui se referme. Y'a Greta qui se fait arrêter par CRS. Pendant ce temps-là, chez Hanouna, on dévie sur le service public. Cette mascarade s'arrête pas là, il crache dans la main qu'il nourrit. J'aimerais dire abracadabra sur toutes ces têtes à l'infini. Et redites-moi au nom de quoi l'état de loi se définit. Tout se ramène à la conscience. Mon totem, c'est ma plume et l'encre. Tout se ramène à la conscience. Mon totem, c'est ma plume et l'encre. Est-ce que monsieur Jérôme Bonnet, Alors là, rédacteur champion. Merci, monsieur. de Ré- Champion, Non, non, champion. écoute-nous, là, tu es à côté de toi, le rédacteur en chef de RT France. Bon, elle est fermée la chaîne, mais quand même, tu vois, c'est Ouais, pas n'importe non, qui. Jérôme, tu valides Moi ou qui pas? suis à côté de l'excellente chanteuse. Non, mais t'as le droit de rappeuse. dire oui ou non. Hein. Franchement, si t'aimes pas, t'as le droit de dire aussi. Hein. Ah non, mais je vais trouver. Non, bah bien sûr. Je me serais peut-être tu, mais non, j'ai trouvé ça excellent. Et tu chantes bien en plus. Ouais. En plus de rapper vachement bien, Et- tu et- chantes bien en plus, ce qui n'est pas le cas de tous les rappeurs. Et en plus, Philippe. c'est un rap qui a du contenu. Donc ça fait Oui, deux fois voilà. plus. Et voilà. Ça, c'est censé vous plaire, ça. Voilà, du rap contenu. Ouais, Et ouais. quelle performance, hein, quand même, la vitesse, Ouais. surtout la vitesse d'expression. Franchement, C'est bravo. pas- Un vrai talent, pas mal, je hein. trouve. Merci beaucoup. oui. Bah bravo en tout cas, Mano. Voilà, tu vas voir, ça va Chaque être fois de qu'il dit mieux Manon, en j'ai l'impression mieux. qu'il parle à sa main, tu vois. Voilà. Et en vidéo dès ce soir sur Instagram. C'est ça, ce soir voilà, sur on Instagram. partagera ça évidemment sur les réseaux du LGF, le Exactement. grand forum. Bon, monsieur Philippe Pasco, dites-moi Oui, les oui, semaines moi. qui arrivent en France là, parce que beaucoup pressentaient, j'allais dire, une espèce de grève générale, une espèce de pression sociale très importante qui va s'accentuer, même. Beaucoup pensent que Macron va dissoudre l'Assemblée. Non, ça Non, c'est un vrai bon, alors, Tout à fait. par rapport te à le tout ça, Philippe, on en est où là? Est-ce qu'il faut craindre des semaines difficiles? Mais j'espère qu'il va y avoir des semaines difficiles. Et je m'excuse d'avance à tous les gens qui vont être gênés. Oui. Mais il vaut bah, mieux être gêné 5 minutes Ouais. demain Ouais. qu'être emmerdé tout le reste de la vie après. Donc il faut que les gens comprennent que quand quelqu'un fait grève, c'est pas pour son plaisir. Que quand on descend dans la rue, c'est pas pour son plaisir. On- Par contre, je demanderai à M. Macron et, Oui. et au préfet de police, au nouveau préfet de police, s'il vous plaît, continuez à bloquer les Black Blocs. Arrêtez de les laisser venir dans les manifs. Arrêtez de les aider à venir foutre le bordel dans les manifs. Parce que les manifs, c'est populaire. C'est pas fait pour les Black Blocs. Et il y a eu encore un incident samedi, vous avez suivi ce qui s'est passé Oui. un monsieur qui n'était pas un journaliste Ah, mais a ça- priori, qui avait un appareil photo dans les mains
et il y a eu une charge policière, il est tombé au sol et un autre policier est arrivé à grandes enjambées pour le matraquer dans les parties génitales. En 3 temps. Quand il prend le coup de pied, il est déjà à 4 pattes. Ouais, ouais. Donc il ne représente déjà aucun danger. Il est y a déjà un premier par terre. flic qui vient lui mettre un coup de pompe. Et donc là, coup de matraque. après il est sur le dos. Dans les non, un coup de testicules. pompe quand il il a est été à 4 pattes. Un coup amputé de pompe. d'un testicule. Hein. Et Je une fois précise. qu'il est sur le dos, un qui court vers lui pour effectivement matraquer son testicule. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que les Black Blocs qui sont cons, il y a aussi quelques flics. Ça arrive, bien sûr. Oui, ça arrive aussi. C'est Parce vrai qu'ils ne sont pas tous cons, les flics non plus. Moi, je bien sûr, me bats c'est contre humain, ça. ils sont normaux, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, j'en connaissais des syndicalistes qui étaient vraiment des gens très très bien. Aussi. Hein. Et par Quelqu'un contre, comme Alexandre Langlois, franchement, Oui, c'est un mec très oui, bien. oui, Alexandre, plusieurs fois ici, il est adorable, d'ailleurs, Alexandre. ouais. Par contre, c'est clair qu'il y a quelques connards qui sont couverts. Et à partir du moment que le gouvernement couvre les connards, eh ben c'est la porte ouverte à tous les syndics. Parce qu'en fait, la police n'est qu'un instrument dans les mains du politique. Donc dire est-ce que alors pour le coup, désolé monsieur Jean-Luc, mais je suis pas d'accord avec la police tue parce que la police c'est un outil. C'est comme dire un marteau tue. Oui, évidemment, un marteau tue. Si on s'en sert pour taper sur la tête des gens. La police c'est ça. La police dans les mains d'un démocrate ou d'un autoritaire, elle ne fait pas la même chose parce que sinon, les policiers, on va dire les brebis galeuses, les tarés, ils seront toujours là statistiquement. Il y aura toujours cette petite proportion de gens. Le signal qu'on leur envoie est prépondérant dans le passage à l'acte. Moi, je vais dire un truc par rapport à la police, c'est important parce que c'est quand même c'est généralisation. Quand on généralise, ce que disait Mélenchon, il le dit mal. Il y a une police qui est sale, on l'appelle la BAC. Celle-ci, c'est une police qui est... Même la dénomination pose problème. La Brave est pas mal non plus. Hein. Comment ? La Brave. Oui, la Brave, c'est l'enfant. Ouais. Je veux dire, la dénomination BAC déjà pose problème parce que ça part du postulat que c'est une brigade anti-criminalité. Sous-entendu, quand ils descendent dans les quartiers, c'est pas des délinquants qu'ils ont en face d'eux, mais des criminels. Donc déjà, il y a un problème. Ensuite, surtout parce que dès que tout est éteint, qu'il n'y a pas de parquet, il n'y a pas d'avocat, tout le monde dort, là, ils s'éclatent. J'ai eu affaire à la BAC une fois. Souvent dans les cités. Hein. Oui, ils s'amusent. Et ils s'amusent et ils sont très agressifs. Ils se comportent comme des voyous. Donc, cette police-là n'est pas la police. C'est une police spécifique créée dans un usage de répression qui n'a rien à voir avec la police de jour qui fait son travail normalement. Et très rarement, on trouve des dérapages d'ailleurs de cette police-là. Philippe Pasco, est-ce que mardi prochain, c'est la prochaine journée d'action qui est annoncée ? D'ailleurs, on s'étonne quand même d'un espace assez long finalement entre les deux journées. On aurait pu craindre peut-être que les gens soient résignés davantage. On nous annonce pourtant, les syndicats disent que ça va monter d'un cran mardi. Vous y croyez ? Je l'espère. Oui. Si les gens qui nous écoutent, sortez. C'est le moment de sortir. Si vous sortez pas aujourd'hui, demain, vous ne pourrez plus sortir. Je rappelle 93% des actifs opposés à la retraite. Oui. À 62 ans. Mais maintenant, le problème, je l'ai rencontré, j'ai 2-3 écoles que je suis, etc., où les gens attendent que ce soit les autres qui fassent. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème des gens qui font la révolution, je le dis souvent, vous le voyez pas à la radio, mais c'est le doigt. C'est sûr, on le voit, c'est filmé. Hein. Ouais, Regardez, les gens, ils font ça, je like. Et une fois qu'ils ont liké, ils ont l'impression d'avoir fait la révolution. Donc le liker sur son ordinateur, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, pour changer les choses, il faut qu'on sorte dans la rue. Même si vous êtes 100 000 à être d'accord avec un post sur Internet, sur Facebook, ça suffit pas. Sortez c'est le 31, je crois. 31, absolument. Sortez le 31 pour montrer à ces gens-là qu'on va gagner. Et on va gagner parce que les gens, faut qu'ils comprennent. Le nombre, c'est nous. Oui, c'est bien sûr. C'est pas eux. Et si le nombre se montre, ces gens-là reculent. Bon bah écoute, en tout cas on verra. Et puis Philippe, vous êtes le bienvenu pour revenir évidemment nous en parler ici sur France Maghreb. Je crois qu'on va avoir des semaines très agitées qui risquent d'occuper un peu l'espace ici évidemment et ailleurs. Et nous on pourra pas les couvrir malheureusement. Bah oui. Plus tard, tu peux venir ici mon Jérôme, nous apporter ton expertise avec 2-3 copains d'RT France. Vous êtes les bien. Et ceci dit, bizarrement ça tombe bien aussi de vous fermer au moment. C'est vrai. C'est bizarrement. Il y a plein de facteurs. On l'a bien compris, c'est le principal facteur. Il y a beaucoup de complotistes aujourd'hui. C'est pas complotiste, c'est des faits. France Maghreb 2, France Maghreb 2.